Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 310 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, troisième numéro de notre top 100, la syllabe, le top 100 des joueurs NBA de 2024 avec Flotix que vous connaissez. Flo qui est passé par l'analyste et par le Café Crème Sport notamment. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre top 100, la syllabe, le top 100 des joueurs NBA de 2024, avec quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui devait sans doute être du bon côté de l'histoire, un soir de janvier 2022 pour le trade de Sabonis et Haliburton, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est avec Flotix, comment ça va Flo? Et bah ça va super, c'est vrai que je me rappelle très très bien de cette soirée. J'allais à l'entraînement et j'ai vu la news tomber avec un grand sourire parce que Indiana, grands habitués du ventre mou, on avait enfin décidé de faire un move intelligent. C'est une des plus belles soirées de ma vie. Je sais bon bref, on va pas refaire le trade, mais on est d'accord que c'était quand même une aubaine incroyable d'avoir Haliburton. On va pas en parler aujourd'hui, mais bref, donc Flo, fan des Pacers évidemment, c'est pour ça que je dis ça. Comment ça va alors? Et bah ça va super, on attend encore un peu le retour de la saison ou même de la pré-saison. Là on a du basket pour n'importe quoi. Donc là on attend l'Euroleague, on attend la pré-saison, les JO commencent déjà à nous manquer et on commence un peu à parler de basket à droite à gauche pour prendre notre dose de NBA quotidienne. Flo, notamment, tu as beaucoup vu sur Café Crème Sport parler de draft, hein, notamment. Ouais. Tu aimes bien la draft, tu aimes bien les jeunes joueurs, tu aimes bien les Pacers, d'ailleurs c'est un peu lié, hein, peut-être le fait que tu aimes les Pacers et les jeunes joueurs, ça va ensemble. Un peu agent libre aussi, c'est ça sur le marché des médias, tu participes un peu à tout quoi finalement. Ouais, c'est ça, c'est avec le boulot, des fois on essaie un peu de trouver du temps à droite à gauche et puis de voir quelles peuvent être les opportunités, de toujours parler basket, hein, c'est quand même l'objectif principal. C'est vrai que je suis pas que sur la draft et ma vraie passion c'est la NBA et après on s'est un peu tourné vers la draft pour des appétences plus particulières, mais en soi, comme je disais, de toute façon même l'Euroleague, etc. Moi je mange à tous les râteliers du basket, je regarde tout ce qui se passe. Alors, la syllabe, donc la syllabe en chiffres romains, c'est pour le top 100, enfin pour 100 évidemment, syllabe. Bref, le top 100 du Basket Lab, qu'est-ce que c'est? C'est un top 100 participatif, vous le savez, avec plein de membres de médias différents, de tous les médias d'ailleurs, du paysage NBA FR. Et donc, comment est-ce que ça marche? On a une playlist de 100 noms, on en pioche à chaque fois 5 différents, 5 un peu au hasard, plus ou moins, on en discute et on les classe et donc on construit le classement petit à petit. On a déjà fait 2 épisodes, donc on a un top 10 et à la fin de ce troisième, on aura donc un top 15. Et oui, c'est la magie des maths. Flo, j'espère que tu suis. Avec une belle cuvée aujourd'hui en plus que tu as eu toi. On va la détailler. Mais avant qu'on rentre là-dessus sur la cuvée du jour, justement, on a déjà un top 10. Est-ce que tu as déjà des premières réclamations à faire sur le classement qu'on a actuellement pour éventuellement, c'est un classement vivant, pour éventuellement rediscuter ou reclasser même? Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Pour 10 noms, c'est plutôt facile. L'année dernière, quand j'avais été invité, j'en avais 70 dans le museau. C'était plus compliqué de voir quelque chose. Mais non, là, je trouve ça vraiment pas mal. J'aurais peut-être eu tendance sur la fin du top 10. Je pense que le haut du top 10 est vraiment. Je pense qu'il est commun à beaucoup de monde. Mais sur la fin de ce fameux top 10, peut-être que j'aurais davantage mis Mike Conley tout en bas de ce top 10 parce que je trouve qu'il a quand même perdu pas mal de valeur cette année. Et je suis quand même pas mal fan notamment de Keegan Murray qui je trouve prend de plus en plus d'ampleur, prend de plus en plus d'usage et que défensivement notamment j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être inversé ce fameux Mike Conley en 8 et Keegan Murray en 10. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un bon classement. Attention à la fin d'année. Je pense que ce classement, on peut avoir des KCP qui pourraient avoir tendance à descendre et des Keegan Murray qui pourraient avoir tendance à continuer à monter. Mon amour pour Franz Wagner pourrait le pousser à rentrer dans ce fameux top 5, peut-être à la place de Derrick White, voire de Sabonis, mais c'est vraiment les petits retours que j'aurais pu avoir. Attends, mais là tu vas un peu vite, là t'es sur la syllabe 2025 déjà, là on fait 2024, on se base que sur les performances de l'année passée. Hein. Oui, je dis attention. D'où notre débat sur Anthony Edwards l'an dernier, qui effectivement
tu étais très haut, et effectivement, il a confirmé en 2025, enfin en 2024, mais le débat était sur 2023. Bref, donc c'est un débat sur l'année passée, on est d'accord, mais je te rejoins un peu, c'était un peu on en avait discuté dès l'épisode 1, en fait, hein, ce duel KCP-Mike Conley, où même à la base, on avait fini avec Mike Conley au-dessus de KCP. Bon, finalement, on a déjà changé à l'épisode 2, on a un peu commencé à trifouiller, mais il y a un aspect où enfin, on aime bien Mike Conley, mais il y a le volume descend et peut-être la défense aussi de plus en plus problématique, moins bonne qu'avant. Donc tu le verrais bien peut-être descendre. Tu l'as peut-être trouvé un peu moins impactant que des Bogdan Bogdanovic, Keegan Murray, etc. Quoi. Bah, tout particulièrement Keegan Murray, que moi j'apprécie beaucoup. J'apporte beaucoup de valeur à son profil de grand ailier capable d'être défenseur on-ball assez exceptionnel. Moi, je l'ai vu défendre dès sa première année sur un Stephen Curry qui était complètement en feu. Je l'ai trouvé vraiment très, très intéressant. Il a une mobilité de pied qui est assez folle pour une telle longueur de bras. Et en plus, ce profil de finisseur à gros volume potentiel, mais surtout avec une polyvalence de tir vraiment très, très intéressant. Moi, je trouve que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup d'efficacité sur un rôle de plus en plus grandissant, tout en étant un très bon défenseur. Je pense qu'il peut être... moi, c'est un joueur que j'estime beaucoup, en tout cas. Ok. Donc pas de truc scandaleux pour l'instant, mais je note toutefois, donc s'il y a plus plein de monde qui me dit ça, on bougera à Mike Conley, j'entends, c'est possible. Donc ensuite, le best of the rest, puisque la pré-liste, je l'ai fait un peu tout seul dans mon coin, mais le but c'est d'avoir un classement participatif, donc il y a des noms que je n'ai pas mis dans ma pré-liste. Est-ce que toi, parmi le best of the rest, on nous a déjà parlé de Malik Monk, qui pourrait donc... Je continue à récolter les avis, hein, donc Malik Monk on pourra en discuter, et donc in fine il rentrerait dans le classement peut-être, on verra ça. Je crois qu'on a discuté la dernière fois aussi de RJ Barrett potentiellement, mais le problème c'était qu'il y avait que une trentaine de matchs qui étaient valuable, hein. Côté Toronto, c'est même pas une demi-saison, c'est 30 matchs, donc il y avait un peu cet obstacle. Est-ce que toi tu as des noms dans ce best of the rest que tu trouves qui pourraient rentrer dans ce top 100? Je pense que je suis d'accord avec la dernière personne sur Malik Monk. Je pense que c'est un joueur qui doit appartenir à ce top 100, surtout vu les progrès qu'il a fait depuis 2 ans, notamment à la création. Je pense que c'est un joueur qui a atteint un niveau de playmaking qui est assez rare. Au passing, au passing. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs de NBA aujourd'hui dans son driving et passing game. Les deux alliés, je pense qu'il est vraiment plus qu'excellent. Mais si on en a déjà parlé, je ne vais pas m'étendre sur Malik Monk. J'avais également Ivica Zubac, qui je pense peut appartenir à ce top 100. Bon, en fin de top 100 évidemment, parce qu'il a quand même ce profil d'efficacité sur un minimum de volume d'attaque qui est vraiment intéressant, et je pense que c'est un joueur très sous-estimé dans sa protection de cercle, parce que les gens ont vraiment cette vision de Ivica Zubac qui se fait ouvrir par Luka Doncic, mais il y a beaucoup de gens très très bien dans ce fameux top 100 qui se font ouvrir par Luka Doncic tous les jours. Y compris les 4 fois défenseur de l'année et meilleur défenseur de l'histoire ou pas loin, quoi. Totalement. Mais la personne que moi j'aurais voulu surtout parler, c'était peut-être Colin Sexton, qui moi fait partie de mon... Bon, on en parlait un peu en off, mais je me suis amusé à faire mon petit top 100 également personnel pour avoir le plus de billes possible. Moi, il fait partie carrément de mon top 75, Colin Sexton, que je suis pas le plus grand fan de la première heure de Colin Sexton, parce qu'il avait ce profil notamment à la draft, ce profil de porteur de balle qu'il n'est pas. Et c'est pas grave, parce que je pense qu'il a ce profil de créateur secondaire, driver assez exceptionnel, et pourtant playmaker secondaire, et surtout un joueur à l'efficacité débordante que j'apprécie beaucoup. J'ai vraiment appris à l'aimer. Je crois que c'est Azad qui crie son amour pour Colin Sexton, à qui veut bien l'entendre, et il a bien raison, parce que je pense que c'est un joueur qui a des chiffres d'efficacité quand même assez débordants, et pour le coup qui je pense peut appartenir clairement à ce top 100, et souvent quand je me fais la réflexion de qui peut être le partenaire de backcourt assez idéal pour tous ces fameux grands porteurs de balles qu'on voit aujourd'hui, comme des Kate Cunningham, des LaMelo Ball, etc. Je pense que Colin Sexton, c'est un joueur qui peut appartenir à un starting five assez unanimement dans beaucoup d'équipes de NBA. Donc voilà. Pour dire pourquoi je les ai pas dans la pré-liste, notamment les 3, hein, d'ailleurs, Malik Monk, Zubac et Colin Sexton, c'est le minutage. Clairement, c'est le minutage où on évalue
on fait un classement sur la saison 2024 notamment et aussi sur l'impact. Et on fait pas un impact cumulé du genre plus tu fais un nombre de matchs élevé, et le mec qui fait 82 matchs a plus d'impact que le mec qui en fait 60, ça on s'en fiche un peu. Mais par contre c'est vrai que c'est un peu, pour caricaturer, hein, c'est un peu l'histoire de l'impact par match, grosso modo, hein, si on devait le modéliser, mais c'est juste pour l'idée. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu ce truc de... les mecs ne jouent que 26 minutes par match. Alors, ça se joue pas à beaucoup, mais tu vois, c'est quand t'as des titulaires à 28, 29, 30, voire plus, quoi. J'ai toujours ce truc de... Enfin, il faut bien mettre la limite quelque part. Je l'ai mis un peu à 28-29, grosso modo. Donc, il y a le cut. Ils n'ont pas passé ce premier cut, mais effectivement, je note ces trois noms-là. Et tout le débat qu'on fera un jour, je pense, en milieu ou en fin de classement, quand on se penchera sur ces noms-là, c'est est-ce que finalement, il vaut mieux pas, je sais pas moi, 26 minutes de Zubac ou de Colin Sexton plutôt que 30 de, je sais pas qui c'est qu'on a dans le classement, Tyus Jones ou des mecs comme ça, quoi. La question se pose. Donc, en effet, je l'avais pas mis parce que moi, il fallait bien que, tu sais, pour me faire ma playlist, j'ai mis un critère au bout d'un moment et puis on pouvait pas faire du cas par cas pour 400 joueurs, quoi. Mais ok, je note alors pour Zubac et pour Sexton. Très bien. Eh bien, on peut aller sur la QV du jour que je n'ai toujours pas annoncé d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on a du beau monde, hein. D'ailleurs, on a du Kyrie Irving aujourd'hui, du Klay Thompson, du Devin Booker, du Karl Anthony Towns et du Aaron Smith que tu aimes bien de chez toi, de Indiana. Question traditionnelle avant qu'on se penche sur chacun de ces cas individuellement. Comment est-ce que tu les as classés avant la discussion? Comment tu les as classés les uns par rapport aux autres, ces cinq-là? J'ai donc classé Booker en 1, Carey en 2, Karl Anthony Towns en 3, Aaron Smith en 4 et Klay Thompson en numéro 5. Ok. Bon, tu te doutes que j'ai un peu le même classement et je me posais un peu les mêmes questions entre Nesmith et Klay Thompson. Le débat est assez intéressant. Bon, alors allons-y. Premier nom du jour, si tu veux bien, on peut aller sur Karl Anthony Towns. Commencer par son cas-là. Donc je te fais le topo vite fait avant qu'on en discute rapidement. Le topo, 33 minutes par match pour Karl Anthony Towns sur 62 matchs cette saison. 108 de true shooting plus, donc plus 8% d'efficacité relatif à la moyenne. C'est quand même très bien. Sur 27% d'usage, c'est pas mal aussi. Et c'est vrai que pour te lancer, on a en fait une très belle saison après une campagne 2023 marquée surtout par les blessures. Ouais, moi c'est peut-être ma saison préférée de Karl Anthony Towns depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Comme tu l'as dit, en fait, un peu la mise en place du jeu de Minnesota m'a fait découvrir un nouveau joueur. C'est vraiment déjà le profil qu'on connaît depuis très longtemps maintenant, c'est cette valeur de shooter élite chez un 7-footer, c'est quelque chose d'assez dingue. Et en fait, le fait d'avoir un changement de rôle entre gros guillemets, parce qu'évidemment Karl Anthony Towns ne s'est pas réinventé entièrement, mais d'avoir ce changement de rôle de la part de Karl Anthony Towns pour plus d'efficacité m'a vraiment plu. C'est devenu vraiment un finisseur d'action assez exceptionnel. Et pour le coup, j'ai vraiment apprécié sa saison. Et même défensivement, je trouve qu'il s'est vraiment mis au diapason de cette nouvelle équipe défensive mise en place par Chris Finch. Et il y avait beaucoup de doutes sur sa capacité à jouer avec un second intérieur, avec Rudy Gobert, voire avec Naz Reid. Donc, dans cette nouvelle mise en place de Minnesota avec un nouvel alpha, avec Anthony Edwards, je l'ai trouvé vraiment juste. Je l'ai trouvé vraiment très très bon. Malgré une grosse blessure qu'il a mis de côté sur une vingtaine de matchs, j'ai vraiment beaucoup apprécié sa saison. Oui. Alors attends, je vais faire un truc que Darvin Ham ne fait jamais là. Temps mort, j'appelle un temps mort. Qu'est-ce que tu nous as dit? Tu nous as sorti le vrai nom de Naz Reid, c'est ça? Comment tu dis? C'est Nazreon. Waouh! Ah tu vois, je savais pas ça. Mais je sais pas si c'est son vrai prénom par contre, mais je sais que c'est quand il était coté au lycée, tout le monde l'appelait comme ça et en fait à la fac, à LSU, ça a été diminué en Naz Reid, quoi. Bon bref, super, merci Flo. Je suis content d'avoir invité, tu vois. Non, mais alors, pardon, blague à part, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que il y avait deux inquiétudes sans doute. C'était un peu le côté défense par rapport à lui, où on sait que parfois ça peut être compliqué, et l'autre aspect qui était ce fameux spacing entre les deux. Alors, pour le coup, lui, c'est pas de sa faute, hein, c'est plutôt le côté Gobert sur le spacing, mais tu vois, je trouve qu'il a quand même bien répondu aux deux interrogations. En plus, bon, sur la défense, on l'a connu bien pire que ça, hein. Je pense qu'il faut pas penser qu'on est sur un niveau linéaire toute sa carrière, quoi. Il a fait une très très belle saison rookie défensive, ensuite un peu plus décevant, c'est devenu même assez mauvais, même très mauvais par certaines années. Là, pour le coup, je trouve qu'on est quand même remonté à un bon niveau, voire même à un très bon niveau. D'ailleurs,
au passage déjà sous Chris Finch, il a fait une bonne saison défensive en 2022, tu sais, l'année Vanderbilt, l'année d'Angelo Russell, etc. Quoi, cette année-là où les très très jeunes Timberwolves. Donc c'est vrai que la défense, c'est pas mal, et comme je répète aussi assez souvent, régulièrement, moi ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça permet d'avoir un gros, donc Towns, qui peut un peu s'occuper du gros adverse, grosso modo, et donc de pouvoir enlever Gobert de ce match-up-là et mettre Gobert un peu sur n'importe qui on veut, en fait, hein, donc notamment sur un non-shooter. Et donc Gobert n'est pas l'encre défensive qui doit défendre le gros, et donc il peut défendre un peu en safety, quoi, en libéraux, parce qu'il n'a pas de match-up particulier à défendre. Et ça, c'est permis parce que, tu vois, tu l'avais pas l'an dernier, ça, en 2023, parce qu'il a fait que 30 matchs. Cette année, tu l'as, et donc je trouve que ça a participé au déploiement complet, à l'optimisation incroyable défensive de Gobert, donc ça compte. Et puis après, c'est même sur l'attaque, je sais pas toi ce que t'en penses, mais je trouve qu'on a aussi comment dire, on l'a connu très fantasque. Au tout début, on a eu même des espoirs de go-to-guy et autres. Je trouve que cette année, il est bon parce qu'il est très efficace, mais surtout dans un rôle peut-être un peu plus sobre et un peu plus cadré, en fait. En fait, déjà, côté défensivement, comme tu l'as dit, faut se souvenir qu'à Kentucky, Karl Anthony Towns, il est drafté en tant que prospect également défensif. Ouais. Parce que on a un 7-footer qui est hyper mobile et qui comprend extraordinairement bien le jeu. Ça se voit dans sa capacité à mettre des points. Il a une faculté à mapper le terrain qui est assez folle. Et les deux flashs, les deux swing skills qu'on projetait chez lui, c'était notamment sa défense et son passing game. Bon, ce passing game, c'est pas transposé, mais sa défense, on voit encore les flashs qui sont vraiment très très bons, des fois. Moi, ce que j'aime beaucoup défensivement, c'est que cette année, je l'ai trouvé vraiment bon, et surtout que dans sa polyvalence de rôle, il m'a vraiment impressionné parce qu'il y a des séquences où il joue intérieur avec Gobert et Reed, et en fait, il défend le face-up du big, comme tu le disais, parfois. Il encaisse très bien le contact parce que c'est quand même un gaillard il dépasse largement les 100 kilos, et il joue 5 avec Kyle Anderson et McDaniels, et ça pose pas de problème. Mais là, comme tu le disais dans un de tes anciens podcasts, en plein scandale de Shaq aujourd'hui sur la défense de Gobert, et en fait c'est parfait parce que tu l'envoies sur le big, et en fait t'as le roamer de Gobert derrière, et au niveau du système défensif de Chris Finch, c'est excellent. Et je regardais un peu justement le staff de Karl Anthony Towns, et pour ceux qui pensent vraiment qu'il y a un peu un délit de sale gueule, mais pour ceux qui pensent vraiment que Towns est un mauvais défenseur, je regardais un peu notamment les stats de Jokic quand il était défendu par Towns pendant les playoffs. Là, Nikola Jokic, quand il est défendu par Towns face à face, il envoie 43% de réussite au global sur le match-up direct. Towns et Gobert, tu veux dire? Parce qu'il y a Towns en premier rideau, mais il y a aussi Gobert derrière en aide, quoi. Oui, évidemment, voilà, c'est ça. Mais justement, sa faculté de s'adapter à un système qui n'aurait pas été adapté par tous les coachs de la NBA. Alors que Jokic, il envoie 55% sur tous les playoffs. C'est 43 quand il est défendu par Towns. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais en fait, des fois, il défend poste 5 quand il n'y a que Kyle Anderson. Des fois, quand il joue avec Kyle Anderson, des fois, il joue poste 4, etc. Mais je trouve que si on regarde un peu les on-off défensifs, ils sont pas forcément flatteurs pour lui. Mais en même temps, quand il est pas là, la raquette, c'est Jalen McDaniels, Kyle Anderson et Rudy Gobert. Donc, ouais, même Nasrid. Nasrid est aussi meilleur que lui en défense. Donc, c'est pas flatteur. Quand t'as un bon backup, tes on-off, ils vont souffrir, mais ça veut pas dire que toi-même, t'es pas un peu bon, quoi. Donc, évidemment que c'est loin d'être parfait. Il sera jamais dans la discussion des défenseurs de l'année. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et offensivement, en fait, c'est comme je le disais, tu l'as présenté tout à l'heure, mais 108 de true shooting plus, il a 114 de 3-point plus pour un 7-footer. Et surtout quand tu le mets dans un système où, au niveau du spacing de Minnesota, c'est pas non plus la panacée, quoi. Des fois, il joue avec Jalen McDaniels, qui est un semi-shooter, Rudy Gobert, qui est un non-shooter. Donc, c'est pas non plus, il a pas que des shoots ouverts. Et moi, ce que j'adore avec Karl Anthony Towns, c'est que c'est un mismatch ambulant offensivement, quoi. Pour se rendre compte, moi, je trouve il est à 126 de free throw rate plus aujourd'hui, donc sa capacité à attirer des fautes par rapport à la moyenne de la ligue, il est à plus 26%. Et j'ai pas réussi à retrouver la dite stat, mais j'étais tombé sur une stat. Bon, je vais pas la dire parce que pour pas dire de bêtises, de fake news, mais sa capacité à attirer les fautes, c'était à immense majorité des fautes provoquées par un joueur qui ne défendait pas sur lui en début d'action. Et en fait, c'est juste que tout le système offensif de Chris Finch quand Anthony Edwards n'est pas sur le terrain, c'est de chercher le mismatch pour Karl Anthony Towns. Parce que s'il est défendu par meneur arrière ailier, juste il va les poster, il va les défoncer. Et quand il est défendu par des bigs, il est beaucoup trop rapide et sa menace à 3 points est beaucoup trop dangereuse. Et moi, j'adore sa polyvalence, j'adore sa faculté à créer des mismatchs à partir de rien. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est son jeu à deux avec Anthony Edwards qui est vraiment en train de s'améliorer. Et tout
tout au long de la saison, en fait, on a vu que ça s'améliorait. En saison régulière, c'était Mike Conley qui était largement le meilleur passeur en volumétrie pour Karl Anthony Towns. Mais en fait, Anthony Edwards était deuxième, je crois, mais à moitié moins de passes décisives. Et en fait, quand tu passes sur les playoffs, Anthony Edwards passe premier et de loin. Donc le système commence vraiment à s'articuler autour des deux et moi j'adore. Bah, c'est vrai que la force principale, c'est le shoot, évidemment. On a affaire à, je pense, un des meilleurs intérieurs shooters de l'histoire. Mais restons sur 2024. Ce qui est bien, c'est que, en plus, paradoxalement, il n'y a pas tant de volume que ça cette année. Mais je pense qu'il pourrait faire beaucoup plus en termes de volume. Tu vois, il est à 5 par match, mais on est 41%, quoi. Et des bigs dans l'histoire. Alors, ça devient de plus en plus fréquent. Enfin, un peu, en tout cas, un peu plus fréquent plus on avance dans le temps vers l'évolution du jeu. Mais c'est vrai que c'est d'abord et avant tout un shooter d'élite. Donc ça, c'est très cool. 41% à 3 points cette année. Et c'est vrai que sans lui, le spacing, ce serait déjà avec lui, le spacing il est pas mal, mais pas parfait. Et c'est vrai que sans lui, il serait sans doute catastrophique, quoi. Donc il y a aussi cette donnée à prendre en compte en termes de valeur. Et c'est pas forcément que des points par match pour lui, c'est pas que des tirs, c'est même pas forcément des actions où il touche la balle. Mais il y a cette valeur aussi de en fait, il fait respirer l'attaque. Et il la fait pas respirer, genre, c'est un spacing d'élite, mais il l'attire depuis, sans doute assez mauvais, vers juste passable, quoi. Vers une équipe qui est du coup viable, offensivement, juste assez en tout cas. Donc ça, j'aime bien. Il y a le côté porteur de balle aussi, mais tu as développé cet aspect mismatch ambulant, et c'est un peu mon point que j'aime beaucoup sur lui, c'est que voilà, on a commencé avec des attentes très très hautes sur Towns en termes de go-to-guy. On a vu qu'il manquait quelques ingrédients de passing, de cérébral, etc. Ok, ça on le sait, mais ce que j'aime bien, c'est que maintenant on a un rôle plus sobre et plus centré justement de mismatch killer, quoi. Et tu as bien développé cet aspect contre des plus petits, c'est quand même un vrai mec de post-up. Contre des ailiers ou plus mobiles dans le périmètre, il a ce drive enfin pardon, contre des plus lourds dans le périmètre, il a ce drive, alors que contre des plus petits, il a le post-up. Bref, c'est un peu l'idée. Et je trouve même que, tu vois, une stat assez parlante, c'est que au niveau du passing, il a donc ce que j'appelle moi le ratio de playmaking, donc le assist percentage par usage percentage, donc grosso modo à quel point tu fais des passes relatifs à ton nombre de ballons. Il a jamais eu un jeu qui tendait aussi peu vers le passing. Là cette année, il est donc à 0,5 de ratio. Bon, le chiffre on s'en fiche un peu, mais grosso modo c'est son plus petit ratio, sa plus petite tendance à faire des passes par rapport à son nombre de ballons depuis 2018. Et à l'époque, 2018, c'était Butler, Jeff Teague, etc. Donc c'était aussi une configuration d'équipe avec d'autres créateurs. Mais bref, pour dire que sans doute qu'il y a une partie de valeur qu'on a aussi gratté là-dessus, parce que c'est un mec qui pouvait faire des passes, qui pouvait faire des belles passes, y compris en sortie de dribble. Mais il y avait aussi beaucoup de déchets, donc j'aime beaucoup cette version un peu plus recentrée, cadrée de tiens, toi tu spacing d'élite plus match-up, mismatch, dès qu'on a, on te file la balle et tu vas scorer. J'exagère un peu, mais il y a quand même un peu ça, et ce qui fait que ouais, tu vois, alors j'ai parlé du passing, mais pareil, son pourcentage de panier assisté est remonté à 73%, alors que depuis quelques temps, il était plutôt autour des 60%. C'est pas énorme, mais quand même, voilà, c'est un peu une évolution de son profil qui fait que on n'est plus sur des énormes attentes de créateurs majeurs, mais c'est un atout de très grande taille, je trouve, dans cette équipe qui, comme dit, l'attaque, elle est à peine moyenne. Et peut-être que sans lui, elle serait peut-être même dernier tiers de NBA, quoi, je pense. Ouais, je m'étais un peu noté tous ces arguments-là. C'est vrai que en termes de panier assisté, c'est sa plus haute. Il est à je crois que c'est sa plus haute moyenne depuis sa saison rookie. Donc ça démontre alors que peut-être qu'il n'a jamais été aussi fort. Donc c'est un peu contradictoire. Mais c'est la première fois qu'il a aussi peu de création. En fait, c'est à quel point est-ce qu'on va donner de la valeur à ce changement de rôle parce que c'est devenu un finisseur élite. Mais ça lui va tellement bien finalement. Et en fait, tu perds de la valeur sur son statut de star implacable, mais en attendant, tu grattes toujours plus de valeur sur sa valeur terrain. Sachant qu'il a jamais été complètement implacable, en fait. Donc c'est peut-être là-dessus où il perdait des points, c'est qu'il avait plus de volume, mais pas les résultats, les mêmes résultats des stars. Donc je pense qu'il y a un peu cet aspect de ok, moins créateur, mais en même temps, t'es meilleur sur ce moins de création. C'est peut-être mieux, quoi, au final, sur le rendu global, quoi. Et évidemment que c'est dû à l'explosion de Anthony Edwards, mais du coup la question est, est-ce que tu lui fais perdre des places par rapport à ces années d'avant parce que tu n'as plus la présence d'une star implacable, bon, même s'il ne l'était pas, mais dans l'esprit des gens. Mais en attendant, tu as peut-être, évidemment que je grossis le trait, mais tu as peut-être le meilleur role-player de la ligue, quoi. Donc role-player sans que ce soit négatif, mais dans des compartiments très très grossiers, tu as peut-être le finisseur ultime. Donc est-ce que tu lui fais perdre ou tu lui fais gagner des places? C'est un peu la question. Je crois que l'an dernier, on l'avait classé, mais alors qu'il était blessé, mais bref.
Allons directement sur le classement alors, puisque tu trépignes d'impatience pour le faire. On a un top 10. Karl Anthony Towns, on a parlé du profil. Où est-ce que tu l'imaginerais dans ce top 10 actuel alors? Je regarde rapidement. Moi, je pense que chez moi, il se situerait assez facilement entre les deux pivots de ton top, donc entre Rudy Gobert et Domantas Sabonis. Ok, ah ouais, carrément au-dessus de Sabonis. Ouais, je pense. Je pense. Après, pour le coup, j'ai jamais été tellement fan de Domantas Sabonis, mais Domantas Sabonis m'apporte deux compromis de spacing et de défense que Karl Anthony Towns ne m'apporte pas. Alors que, évidemment, que Domantas Sabonis a une valeur de scoring implacable et de passing game qui peut être. Bon, on va pas faire le report de Sabonis, mais je perds trop de valeur chez Sabonis, je perds trop de valeur joueur chez Sabonis que je n'ose imaginer en perdre chez Karl Anthony Towns. Ça me fait un peu haut. Moi, je t'avoue que j'étais plutôt en duel là, donc place numéro 5 et 6, Derek White, Franz Wagner. Mais quoique non, c'est peut-être un peu bas en effet. C'est peut-être un peu bas. Après, pour le coup, moi, dans mon top personnel, j'ai 0 place d'écart entre Towns et Sabonis. Ils sont vraiment l'un après l'autre. Donc, si tu me dis Sabonis devant, c'est pas non plus. Si demain matin je me lève du pied gauche, j'aurais pu les inverser, quoi. Non, mais tu vois, moi, je me pose même la question par rapport à un Derek White, quoi, qui est devenu créateur cette année, qui est pas juste le mec de 2023, un peu role-player génial, qui a quand même plus de création, on parlait de zéro compromis, lui, il a vraiment zéro compromis, là où Towns, il s'est amélioré en défense, mais c'est quand même pas non plus génial non plus, quoi. C'est bien, il y a de la valeur, mais on a vu que la série contre les Mavs, tout part aussi un peu de lui, son incapacité à switcher, qui a dicté qu'on a fait certains systèmes de jeu. Bref, on va pas refaire ça, mais tu vois, moi, je me pose la question avec Derek White par rapport à ça. Et même Franz Wagner, qui est aussi un peu créateur. Mais non, mais on peut trancher entre les deux. Alors, on peut trancher entre les deux. On le met entre Sabonis et White. Alors, au-dessus de White, ça Oui, te va? ouais, nickel. Bah, le fait est que la protection de cercle que peut apporter Karl Anthony Towns pourrait me le faire passer devant le on-ball de Derek White. Après, Franz Wagner, je l'aime, mais il fait pas une bonne saison pour le coup. Donc. Juste pour expliquer aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Moi, ça me fait haut Sabonis, enfin le mettre au-dessus de Sabonis, même si après c'est une question de pondération, mais là où je pondère pas mal les qualités de Sabonis, c'est que c'est un peu le dépositaire du jeu des Kings. Et tu vois, on parlait de création. Lui, alors, il est efficace sur son propre scoring, mais surtout, c'est un peu lui l'attaque des Kings. Et donc, il y a cette vraie valeur de création. Là où, comme on a dit, avec Towns, on est plutôt un peu, alors, un élément important de la chaîne, mais quand même un élément, quoi. C'est pas le système entier. Là où Sabonis est le système entier, mais de l'autre côté, je comprends aussi que, comme tu dis, c'est le système à lui seul, mais avec aussi certains compromis, quoi. Donc je peux entendre qu'avec une pondération, pareil, hein, si tu me poses la question d'ici 2 jours, je peux te dire, bah non, c'est vrai que la défense de Sabonis est trop pénalisante, donc mettons Towns au-dessus. Mais ok, bon, mettons-le là, alors pour l'instant, si ça te va, entre Sabonis et Derek White. Ouais, Si on hésite, franchement. c'est qu'on est à peu près dans la bonne zone, hein, du coup, je pense. Ok, très bien, très bien. Et bien pour finir, je sais pas si tu t'en souviens, mais nous faisons des petits quiz J'avais pour finir. totalement oublié. C'est vrai. Je te prends par surprise des petits quiz pour se remémorer certaines actions un peu marquantes de la saison. Et donc, nous sommes le 14 janvier 2024 et c'est un poster dunk contre les Clippers. Qui est sur le terrain? Est-ce que tu es capable, c'est le nom du quiz, hein, qui est sur le terrain? Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk, le 14 janvier de Karl Anthony Towns sur les Clippers? Et du coup, que les joueurs de Minnesota? Tous les joueurs sur le terrain, les 10. Ah, les 10, ok, ça marche. Et ben, je vais partir sur Minnesota. Du coup, en premier, je vais dire Karl Anthony Towns avec Rudy Ouais. Gobert. Pas Gobert, non. Et donc, c'est Nasrid. C'est Nazréon, ouais, tout à fait. Nazréon Hilton, je te précise. Je vais dire Mike Conley, Edwards et McDaniels. Eh bien, il y a Edwards, oui, mais les autres, non. Il t'en manque 2, donc. Et donc, si c'est pas Mike Conley, essayons Alexander Walker. Exactement, c'est Now, Nickel Alexander Walker qui est là sur le terrain. Et donc, au poste à l'aile, je vais essayer la réponse évidente serait Kyle Anderson. Et donc tu dis quoi? Je vais tenter Kyle Anderson. Eh bien, c'est une bonne réponse. Très Yes. bonne réponse, Kyle Anderson, tout à fait. Et côté Clippers, alors, je rappelle que nous sommes le 14 janvier. Spurs, je vais dire James Harden. Non, pas sur le terrain, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là, donc on va partir poste pour poste. Je vais dire Russell Westbrook. Tout à fait, tout à fait.
Je vais dire Paul George, Kawhi Leonard, on va dire les évidences. Kawhi Leonard, oui. Et si c'est pas Paul George, c'est donc Norman Powell. Exactement, tout à fait. Et bien à l'intérieur, on va dire Zubac. Non, l'intérieur, c'est celui qui était le pote de Seth Curry à Duke. Quoique ça te parle peut-être pas. T'aimes bien le scouting, mais t'es peut-être pas aussi vieux. C'est Plumlee, effectivement. Ouais. Et le cinquième, il est très fort. Très très fort. Moi j'aime bien quand il est très fort. Ah, et oui. Amir Café. Amir Kofi, effectivement, tout à fait. Et sur le terrain au moment de ce poster. Donc bon, t'as eu un quiz facile hein, pour démarrer. Bah tiens, on peut aller sur Klay Thompson si tu veux bien. Restons dans la lettre K. Klay Thompson, 30 minutes par match. Cette année, 77 matchs. 99 de true shooting plus, donc moins 1% d'efficacité relative à la moyenne qu'on fixe à 100. 99 pour aller à 100, bien entendu. Sur 24% d'usage. Et c'est vrai que pour te lancer, on est tout de même sur une saison compliquée où il a même perdu sa place de titulaire. C'est peut-être le joueur que j'ai eu le plus de mal à classer, même avec l'édition de l'an dernier. Parce que tu as un billet de la nostalgie qui est monumental chez Klay Thompson. Tu as un billet de la blessure qui te fait réfléchir également. Mais je l'ai classé en dernier et personnellement, c'est peut-être à mon tour de recevoir les tomates, mais je n'ai pas réussi à le mettre moi dans mon top 100 personnel. Donc, carrément. Après, je n'aime pas. On va y revenir, mais je n'aime pas le joueur qu'il devient. Je n'aime pas son manque d'adaptation et surtout, je n'aime pas les compromis qu'il apporte qui deviennent de plus en plus grandissants. Pour le coup, on a un scoring qui est unidimensionnel et qui devient largement trop prévisible. On a un passing game qui n'existe toujours pas. On a une présence athlétique et physique qui est largement en deçà. Décline, on va dire. Oui, je n'arrivais pas à trouver le mot, qui décline assez fortement. Et on a une présence défensive qui n'existe plus du tout, pour le coup. Ouais. Oui, non, mais on est sur un déclin assez nettement. Mais le truc, c'est que pour moi, il y a un truc majeur, c'est les blessures. Enfin, on le sait, hein. Malheureusement, il a manqué 2 ans. Il est revenu, il a fait gagner un titre, donc c'était génial. Mais on voit quand même une certaine tendance depuis 3 saisons, en fait, hein, d'une efficacité qui est bof, qui est à peine au niveau de la moyenne. Alors que toute la force de son profil, c'était justement d'être un mec qui avait un rôle limité, qui n'était pas un créateur majeur, qui était juste un espèce de lieutenant génialissime, lieutenant plus si tu veux, mais voilà, c'est un profil où il a toujours été apporté des surplus d'efficacité incroyables. Et là, c'est vrai que depuis la blessure, on est juste au niveau de moyen de NBA et en effet, le 3 points est un peu moins bon qu'avant, mais bon, on est quand même très bon, qu'on est encore à 39% à 3 points sur plus de 9 tentatives, donc on est sur une zone d'élite. C'est juste qu'on n'est plus comme avant sur la zone pardon, sur la zone un peu historique de 42-43% qui pouvait taper parfois, quoi. Mais à la limite, il n'y a pas une grosse différence. La vraie différence, comme tu l'as dit, c'est que avant, il était un peu plus une double menace de s'il y a trop de menaces, s'il y a trop de pression défensive en sortie de mon écran, je peux attaquer sur du dribble et aller au panier parce qu'en plus, il était pas forcément explosif, mais assez athlétique et puis une bonne taille. Donc il y avait un peu ce côté pour aller au panier un peu ou les cuts, etc. Et depuis la blessure, enfin la double blessure d'ailleurs au genou, forcément, il n'y a plus trop cette présence intérieure. Donc malgré le fait qu'il est encore élite à 3 points, il manque un peu le dynamisme au scoring en fait et le côté complet. C'est vrai qu'il a perdu cette polyvalence de tir qui faisait de lui peut-être un des joueurs les plus dangereux off-ball en fait. Aujourd'hui, il sort plus des écrans avec la même vitesse, il apporte plus la même gravité, il apporte plus la même peur parce que tout simplement il devient facile à scouter, il devient facile à suivre dans les écrans parce qu'il n'a pas la même explosivité et surtout il est plus capable de prendre ses tirs en sortie d'écran et ses tirs en mouvement qui font la beauté de profils comme Duncan Robinson et autres. Et aujourd'hui, je préfère tous les jours avoir un shooter comme Duncan Robinson que Klay Thompson parce qu'il a juste une telle polyvalence de tir que Klay Thompson n'apporte plus, qui fait qui perd intrinsèquement de la valeur. Et surtout qui perd de la valeur parce que aujourd'hui, c'est sa seule valeur. Et surtout que son rôle, en fait, ce qui me fait perdre énormément de valeur chez Klay Thompson, c'est que son rôle ne s'adapte pas.
C'est-à-dire qu'il a toujours un usage qui est important malgré un rôle qui ne convient plus et qu'il n'arrive plus à assumer. Il est à plus de 22% d'usage, il est dans le 83e centile. Et 83e centile d'usage, c'est des troisièmes options offensives, quoi. Mais surtout que, ouais, il est à peine à la moyenne de NBA en termes d'efficacité. Le problème, c'est qu'il apporte toujours aucun playmaking. Il a 2,3 assists par match, bah, c'est pas beaucoup. Il a 11% d'assist percentage, c'est pas beaucoup. Quand tu prends son ratio, il a 0,5 d'assist par usage, bah, c'est toujours pas beaucoup. Et du coup, il a une fuite d'efficacité, il a une fuite de valeur et il a une fuite d'utilisation, quoi. Et vu qu'il est plus aussi dangereux dans ses tirs en mouvement, du coup, il ne devient dangereux que par ses catch and shoot surtout. Et du coup, si tu lui empêches d'avoir ses catch and shoot, ben, déjà que son handle, il a jamais été très très bon. Son passing game n'a jamais été excellent non plus. C'était pas grave à l'ancienne parce que bah, il avait une telle menace de tir que il en était trop dangereux. Mais maintenant, il a même plus le drive. Sa rim pressure, elle est ridicule, quoi. Et en fait, quand tu prends son nombre de drives, son nombre de rim pressure, etc., c'est pas assez, quoi. Donc, bah, intrinsèquement, en fait, il perd de la valeur, il perd de la valeur, il perd de la valeur, quoi. Donc, et on l'a vu parce que son rôle a chuté après le All-Star Game où tu as des Kuminga qui ont pris de plus en plus d'importance dans le système de Steve Kerr. Tu as des Podziemski qui lui ont été préférés par leur valeur de playmaking. Et c'est dommage, quoi. Ouais. Donc, Non, mais je te rejoins, il y a un peu cet aspect où... Alors, pour le coup, je suis moins sévère que toi sur le shoot et sur le côté... Je pense qu'il a encore une très belle menace à 3 points et sur les sorties d'écran et ce genre de choses. Et d'ailleurs, il les met encore pas mal, hein. Comme dit, quasiment 40%, 39% à 3 points. Voilà, c'est quand même solide. Et j'ai quand même de bons souvenirs, même quand il est allé sur le banc, c'était aussi un moteur d'attaque de la seconde unité, de par un peu des sorties d'écran, de par des systèmes comme ça, où, bon, c'est pas la folie, mais c'est quand même de la création offensive en tant que moteur de la seconde unité. Mais après, comme tu l'as dit, il manque ce qui pourrait compléter. C'est-à-dire que avant, bah, si tu mettais trop de pression, il pouvait aller au panier, lancer franc ou lay-up pour punir si tu étais trop agressif sur le shoot. Ok, donc ça, il l'a plus trop. Et puis même le passing aussi, tu en as parlé. Il peut pas non plus punir ses pressions et être un vrai moteur complet d'attaque par son passing. Parce que tu vois, c'est ce qu'on aime bien aussi avec Duncan Robinson. Il a développé le passing. Donc, bah, quand il fait ses sorties d'écran, ok, c'est pas des pick and roll un peu classiques de porteur de balle, mais ça crée de l'attaque parce que il attire de la pression, il crée un décalage, mais surtout, il est capable de l'exploiter. Et c'est ce qui manque un peu avec Klay Thompson. C'est ce côté passing, c'est ce côté faire des bonnes lectures, ressortir la balle et créer du jeu, en fait. Hein. Donc, c'est un peu dommage. Mais j'ai surtout l'impression que. Enfin, je pense que j'ai l'impression que ces velléités offensives t'énervent un peu aussi. Cet aspect de ne pas vouloir vieillir, en un sens. Et l'autre aspect, qui est peut-être le point charnière, c'est aussi la défense. Parce que là aussi, on a eu un glissement en termes de valeur et de niveau qui sans doute vient un peu descendre sa valeur qui était plus haute avant, quoi, sa valeur générale, je veux dire. bah, c'est ça, c'est que moi, lui qui était toujours catégorisé comme ce défenseur on-ball assez exceptionnel, on se souvient de ces fameux matchs contre Kyrie Irving pendant 2-3 ans de suite. Moi, j'ai toujours le souvenir de ce match de Noël où vraiment, bah, c'est quand il se prend le game winner sur la tête, mais Ouais. il est exceptionnel, quoi. Mais aujourd'hui, il se fait passer par ces mêmes profils de manière assez scandaleuse. Après, il a jamais fait, même aujourd'hui, il fait très peu de fautes finalement, mais il en a jamais trop fait dans sa carrière. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, il se fait ouvrir, quoi. Donc, tu peux pas le mettre sur des petits comme Kyrie. Parce qu'il n'a pas la vivacité d'avant. Donc, tu es peut-être tenté de le faire jouer un peu plus proche du cercle. Mais moi, personnellement, il m'a jamais convaincu off-ball. Donc, Ouais. du coup, je perds de la valeur. Et en fait, même quand tu fais le comparatif, enfin là, quand tu regardes un peu les chiffres sur Cleaning the Glass, en défense, tout est bleu, quoi. Tout est bleu parce qu'il est dans le 36e centile en points par possession adverse. Il est dans le 14e centile en turnover percentage adverse. C'est-à-dire qu'il est même pas actif et il n'est pas créateur d'attaque, quoi. Donc, du coup, tu sais pas trop quoi en faire. Et j'avais voulu regarder un peu Podziemski, qui est pas non plus considéré comme le défenseur du siècle. J'ai un peu regardé les on-off de ces deux-là. Et il perd au change, quoi. Le defensive rating de Klay Thompson sans Podziemski, il est à 118. C'est pas fou. Et le defensive rating de Podziemski sans Klay Thompson, il est à 108. Tu prends un moins 10 de net rating dans la tête, quoi. Donc, c'est pas simple pour Klay Thompson, en tout cas.
Et donc, si on va vers le classement, je suppose qu'on va être vers le bas, alors c'est ça? Moi, je l'aurais tout en bas, tout simplement. Tu l'aurais après la 10e place qu'on a, quoi. Donc, après Ouais. Keegan Murray, Bogdanovic et Mike Conley. Mais je pense vraiment que il est pas fini parce que je pense qu'il était dans un rôle qui n'était pas le sien et que peut-être que utilisé autrement par Jason Kidd, ça peut être pas mal. Mais moi, aujourd'hui, je pense que ouais, personnellement, il serait tout en bas. Ouais. Je dois dire que ça me paraît sévère de prime abord. Peut-être que Moi, je le suis. non, mais après, c'est vrai que si encore une fois, on évalue la performance 2024. On n'évalue pas ni avant ni après. Et c'est vrai que ben voilà, on prend aussi, tu vois, de facto, si t'as un mec qui est en surchauffe, bah, tant mieux pour lui, on évalue la performance. Donc, donc ça fait partie de. On le prend en compte, quoi. Et la sous-chauffe aussi. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que, en effet, on n'est pas hyper efficace. Bogdanovic et Keegan Murray font pas non plus des bonnes saisons d'efficacité. Je crois qu'ils sont tous à peu près au même niveau. Alors que d'habitude, tu vois, un Keegan Murray en 2023, il pétait un peu plus haut, ou Bogdanovic aussi parfois. Donc, pour moi, il y a un peu bataille là-dessus, parce qu'aucun n'est vraiment à ce point efficace, hein, mine de rien. Mais c'est vrai que Bogdanovic a un peu de création offensive en plus, quoi, en termes de passing et tout. Donc, c'est vrai, je veux bien admettre pour Bogdanovic. Keegan Murray, ouais, non, c'est vrai. Keegan Murray, tu me diras aussi, c'est un peu pareil, quoi. Murray, c'est quand même une valeur positive en défense, alors que Klay Thompson l'est plus, quoi. Donc, ok, ça me paraît sévère, mais quand on y réfléchit, ça a du sens, quoi, de le mettre derrière. Ah, peut-être que je suis sévère et comme quand certains ont tendance à le survaloriser par rapport à ses glorieuses années, peut-être ai-je tendance à le sous-valoriser justement par rapport à ses glorieuses années où je lui tape dessus un peu trop fort. Non, mais comme je te dis, ça, quand on y réfléchit comme ça, quand on pose sur la table, il n'a pas le passing de Bogdanovic, il n'a pas la création même plus générale de Bogdanovic, et par rapport à Keegan Murray, il n'y a pas la défense, quoi. Mm. Et donc, ouais, non, mais c'est ok. Ok. Bon, après, il sera pas dernier du classement, il sera pas dernier du top 100, rassurez-vous. Il y a encore, il y a encore combien? 17 épisodes à venir. Je pense qu'il y aura des pires qui viendront, mais ok, bah, mettons-le là alors, vu que ça a l'air cohérent. Et donc, on peut terminer par un petit quiz, si tu veux bien. Nous sommes le 1er novembre 2023. Est-ce que tu te souviens? C'était un buzzer beater de Klay Thompson contre les Sacramento Kings, justement. Ah, il les Qui adore, est sur le terrain? façon. Est-ce que tu es capable de... Oui, il les adore, oui. Est-ce que tu es capable de me citer qui est sur le terrain au moment de ce buzzer beater 1er novembre 2023, tout début de saison? Donc du coup, on est en début de saison, on est sur une fin de match. Donc Stephen Curry sur le terrain. Oui, tout à fait. Avec Klay Thompson du coup. Wiggins n'était pas encore revenu, il me semble. Donc je Non, vais il n'y a dire... pas de Wiggins. À l'intérieur, je vais dire Draymond Green en poste Ouais. 5. Je pense que Podziemski n'avait pas encore la confiance de tout le monde. Non, tout début de saison, qui est-ce qui jouait beaucoup? Chris Paul? Chris Paul, en effet, ouais. Sur le terrain. Et le dernier, c'est le créateur de Pinocchio. Gepetto. Comment il s'appelle? Gepetto. Qui s'appelle initial. Gepetto? Les initiales avec un accent anglais, ça donne quoi, Gepetto? Gary Payton? GP2, ouais, tout à fait. Ah ouais, C'est Gary Payton qui est sur le terrain. Je m'excuse pour les indices. Mais moi, ma question, c'est que tu as un document chez toi où tu écris les jeux de mots? Non, j'ai un cerveau malade, donc c'est que de la spontanéité, malheureusement. Il y a une trace papier de cette folie furieuse. Et côté Kings, alors? Côté King, je vais dire, on est sur une fin de match. Ouais. Si c'est Golden State qui est à la balle, je vais tenter mon pari en premier. Je vais dire Davion Mitchell. Tout à fait, exactement. Je vais dire Domantas Sabonis, quand même. Ouais. Harrison Barnes et Keegan Murray. Oui, tout à fait. Et je vais dire De'Aaron Fox en poste 2. Non, c'est un moine qui est sur le terrain. Bah, c'est Malik Monk. Malik Monk, exactement. Le Monk est sur le terrain. Donc voici pour ce buzzer beater de tout début de saison. Et donc on peut avancer. Bah tiens, passons sur Aaron Smith, que tu aimes bien, qui est chez tes Indiana Pacers à toi. 28 minutes par match pour Aaron Smith cette saison, 72 matchs pour Nesmith, 109 de true shooting plus, donc une énorme plus 9% d'efficacité relative à la moyenne. On va en parler, mais c'est ce qui fait du bien aussi cette année. Sur un usage qui est assez modeste, 16% évidemment, donc un volume de responsabilité toujours assez modeste. Mais pour te lancer, on est vraiment sur la saison de l'explosion pour un prospect NBA qui, mine de rien, avait déjà 24 ans dans sa 4e année, mais c'est vraiment l'année et la saison de l'explosion.
Ah, moi, j'ai adoré. J'ai adoré sa saison. Je pense que beaucoup de fans de Indiana, enfin, on n'est pas beaucoup non plus, mais certains fans de Indiana l'avaient assez haut parce que je pense qu'il avait montré vraiment de très bons flashs de role player, de rotation NBA l'an dernier. Et comme le montre son contrat, hein, de toute façon, il a signé un contrat de role player, 33 millions sur 3 ans, ce qui fait de lui aujourd'hui une des meilleures valeurs, très clairement, parce que ça kick cette année. Hein. Donc là, il est payé 11 Ouais. millions par année pendant encore 3 ans. Donc c'est assez exceptionnel, c'est un des meilleurs contrats de la ligue pour moi. Parce que Aaron Nesmith, qui prend 6% du cap en 2027, c'est tout simplement du bonheur. Ouais. Mais moi, j'adore. J'adore parce que tu as un joueur défensif magnifique par l'énergie et le coffre. Alors, on va y revenir, mais il en fait parfois beaucoup trop. Il se donne un peu trop. Tu as un shooter quasi élite ou peut-être parfois par flash en passe de lettres, capable d'apporter une menace de drive assez folle. Il est surefficace dans son rôle. Et moi, franchement, je trouve qu'il fait une magnifique saison. Et évidemment que c'est un joueur à compromis. Évidemment que c'est pas un joueur parfait. Il n'est pas All-Star. C'est un joueur qui est très indiscipliné défensivement. Il fait beaucoup d'erreurs. Il gamble beaucoup. Il tente beaucoup de paris. Il y a quand même un joueur assez limité offensivement, peu de playmaking, beaucoup d'erreurs de précipitation. Il n'a pas de création de tir pour lui-même, il n'a pas de création pour les autres, mais dans son rôle, dans ce fameux rôle de 3&D, il est tout en haut pour moi. Et à quel point justement tu le vois bon en défense, si on veut un peu l'entièreté des défenseurs NBA, est-ce que pour toi il est juste pas mal? Est-ce qu'il est niveau all defense pas loin déjà? Ou comment est-ce que à quel point tu l'aimes bien cette défense? C'est toujours compliqué d'évaluer défensivement des joueurs de Indiana cette année parce que Ah quand oui, tu t'as regardes raison. les stats avancées, c'est catastrophique, mais c'est catastrophique pour tout le monde parce que c'était pas la volonté du coaching staff d'Indiana de jouer de cette partie-là du terrain. Et ton œil scouting alors? Qu'est-ce qui te dit ton œil scouting? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un joueur avec une qualité athlétique assez exceptionnelle, un joueur Ouais, d'une puissance assez folle pour ce genre de profil. Il est capable d'être polyvalent dans le sens où il est autant capable d'être défenseur on-ball que défenseur off-ball. Euh, En fait, ce qui est marrant, c'est que dès que tu le mets dans une rotation défensive un peu plus sérieuse, notamment quand tu prends notamment la rotation défensive enfin la rotation principale de Indiana en playoff avec Tyrese Haliburton, Nembhard, donc Nesmith, Pascal Siakam et Miles Turner, là tu commences à avoir des chiffres d'efficacité défensive qui sont tout de suite un peu plus intéressantes. Donc moi j'aime beaucoup ce profil-là parce que tu as un joueur qui est à fond tout le temps et mine de rien, même si c'est pas quelque chose qui se quantifie, c'est quelque chose de très agréable. Et c'est un joueur qui est vraiment présent au rebond. Le problème de sa défense, c'est qu'il court partout, quoi. Il a un peu ce ouais. côté poulet sans tête, même s'il s'est un peu calmé. Je pense que Carlisle a dû lui passer 2-3 soufflantes pendant la saison. Ce côté-là l'amène à être un playmaker défensif assez exceptionnel. Il est capable d'avoir cette protection de cercle d'une manière assez secondaire, certes, mais qui est quand même valorisable de la part d'un poste d'ailier. Il est actif, il fait beaucoup de fautes, c'est normal. Mais le jour où il arrivera à se discipliner et à garder autant de polyvalence et d'énergie de ce côté-là du terrain, je pense on pourra gratter aux portes des halls défensives, mais je suis pas sûr qu'il l'atteigne un jour. Ouais, mais je pense qu'il y a pas mal de bons flashs off-ball, mais on n'est peut-être pas encore sur. Il est génial off-ball, quoi, en termes de protection de panier et autres. Par contre, là où il est déjà fantastique, j'irais quand même peut-être pas jusque-là, parce qu'il y a cette indiscipline dont tu parles, mais il est tellement bon en fait en défense on-ball, pardon, notamment sur les petits, avec sa mobilité latérale qui est exceptionnelle, quoi. Donc ça, c'est quand même dingue, ce niveau de qualité athlétique, de latéralité, pardon, je sais pas si ça se dit, enfin ça se dit, mais c'est peut-être faux. Mais non, mais c'est cette vitesse latérale qui est de très haut niveau et puissant en plus. Donc sur des petits, tu vois, je pense au match-up contre Jalen Brunson, des mecs comme ça, bah c'est parfait, quoi. C'est parfait. Et en plus, bah, ça reste aussi un arrière-ailier qui peut parfois monter sur ces postes-là défensivement, pardon. Donc c'est pas juste sur des tout petits, quoi. Donc ça, j'aime beaucoup. Et là où, pour moi, le profil devient de suite beaucoup plus intéressant, c'est que bon, bah, la défense, ok, mais l'attaque est rentable en fait. L'attaque est enfin viable. C'est peut-être ça qui a coincé pendant 3 ans. Alors un peu à Boston et puis un peu à Indiana l'an dernier. C'est que bah ouais, c'est sympa la défense et les qualités athlétiques, on les connaît depuis longtemps, mais l'équipe, enfin le jeu n'était pas encore efficace, quoi. Et là, notamment, c'est un peu l'histoire de la saison. Je pense que tu es un peu d'accord. C'est le jump shot, quoi. L'acquisition d'un 3 points. Alors il a 42% à 3 points cette année sur en plus quasiment 5 par match.
je pense que c'est peut-être un peu une surchauffe, même si, bon, déjà l'an dernier il était à 36%, mais voilà, je pense qu'on est peut-être pas un mec à 42%, mais grosso modo, je pense que si tu combines un peu les deux, et que tu vois un peu un aspect progrès depuis 2 ans, bah ouais, comparé à Boston, on a un mec qui l'an dernier fait 36, un mec qui cette année fait 42, peut-être un peu en surchauffe, mais ça rentre quoi. En plus, indicateur lancé franc qui est à 80, donc c'est bien aussi. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi qui change tout, c'est qu'on est passé d'un un mec qui était juste un D à aujourd'hui peut-être un 3 and D, et du coup, voilà, ça a quand même beaucoup plus de valeur quoi. Bah, au départ, il est un peu drafté pour ça en sortie de Vanderbilt. Il est un peu Ouais. drafté pour ça en termes de 3 and D, moderne, etc. Mais je pense que Boston, bah après, Boston n'a pas eu le temps de le développer et n'avait pas les volontés par leur statut de contender. Il est un peu drafté pour ça, mais il était un peu trop cantonné à ça. Et du Hmm. coup, en fait, quand tu prends le pourcentage de ses tirs qui sont pris à 3 points, saison rookie, il a 61% de ses tirs qui sont pris à 3 points. Ça démontre quand même d'un rôle assez unique. Il passe à 63% sur sa saison 2, 53 pour sa et d'un coup, quand il arrive à Indiana, 53-52. Et pour 42% à 3 points, comme tu l'as dit cette année. Et en fait, c'est l'exemple parfait de l'efficacité, quoi. Parce que soit il prend 25% de ses tirs sous 3 pieds, donc quasiment proche du cercle, et 52% à 3 points. Donc quasiment 4 tirs sur 5, c'est dans les deux meilleures zones de ce qu'on va lui demander. Et en fait, par exemple, quand il va dans les corners, c'est 44% de réussite. Aujourd'hui, il a compris son rôle et il est assez exceptionnel. Et quand on lui demande de sortir de ce rôle de shooter, c'est là où il est intéressant, c'est que il est servi en mouvement en permanence. Et c'est parfait pour le jeu d'Indiana, parce que soit il est lancé, soit il est servi sur ses drives un peu lancés, sans dribble, etc. Combien de fois on va le voir juste ne pas dribbler en fait. Et c'est exceptionnel parce que il a des limites évidentes en termes de création, de handle et de passing. Mais en fait, on lui dit ne dribble pas en fait. Soit tu tires une fois que tu as reçu la balle à 3 points, soit tu vas poser un dribble parce que le mec, ils vont avoir peur de ton tir et du coup attaque le mismatch, ou alors il est servi quand il va cutter. Et moi, je trouve ça juste hyper intéressant parce qu'en fait, quand tu regardes son shot chart, c'est flagrant en fait parce que quand tu regardes les plus grands tirs qu'il prend en termes d'efficacité, sur le stat sur NBA.com, ça va être cutting dunk, driving layup, running layup. Et c'est que des trucs comme ça, parce qu'en fait, on lui demande Ouais. que ça. Et évidemment qu'il y a encore des progrès à faire. La provocation de lancer franc. Quand tu regardes les matchs, tu deviens un peu fou parce que il drive je l'adore, mais il drive un peu comme un teubé, quoi. Il a une seule vitesse, c'est à fond. Il a une seule direction, c'est tout droit. Bah, du coup, il fait un nombre de. Moi, il m'a rendu fou dans les playoffs parce qu'il fait un nombre de passages en force assez fou. Toutes les paires de balles qu'il fait, c'est que sur des passages en force parce que bah, il fait pas de passe. On lui demande pas de faire de passe, mais du coup, toutes les paires de balles qu'il fait, c'est sur des passages en force. Il a un playmaking qui est très très limité, mais en fait, dans son rôle, il est plus qu'excellent, quoi. Ouais, il y a un aspect bah finalement il y a les qualités athlétiques, mais il y a peut-être pas encore le dribble, la nuance, le contrôle pour en tirer profit totalement quoi. À ce stade de sa carrière. Et c'est vrai que tu vois, on a parlé du développement du shoot qui est, en tout cas, le shoot qui est enfin efficace. Mais c'est vrai que paradoxalement, je trouve que c'est beaucoup plus un shooter qu'un slasher, comme tu l'as dit. Alors qu'il a ce profil athlétique, explosif, tu dis ah ouais super, un mec agressif, slashing. Alors il peut le faire un peu, il peut le faire sur attaque de décalage déjà fait, spot-up drive, etc. Où ça se renverse vers lui, il peut attaquer, ok. Mais il est pas tant que ça driver, comme tu l'as dit. Il est pas tant que ça d'ailleurs agressif au niveau du panier en termes de lancer franc ou autre, quoi. Tu vois, on n'a pas trop. D'ailleurs, il est un peu en dessous de la moyenne en termes de provocation de lancer franc. Donc voilà, on va dire que c'est un peu une marge de progression, mais le passing non plus, il y a pas trop, comme tu l'as dit. Mais en l'état, tu vois, moi, juste un mec qui défend très bien le porteur de balle est plutôt pas mal, même si pas parfait, mais plutôt pas mal déjà aussi en off-ball et qui en plus a un shoot. Et en plus, je rajoute aussi un truc qui est peut-être sous-estimé et qu'on citerait pas dans toutes les équipes, mais je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle Indiana est très fort en transition. Et c'est leur identité qui est assez forte, ce côté transition, accélérer le jeu. Et lui, il fait partie de ça et sa capacité à accélérer, je pense, aide beaucoup. Donc ça fait au final un package qui est pas parfait, mais qui est quand même bah ouais, très intéressant, quoi. Bah, en fait, comme tu l'as dit, c'est que il a encore des progrès à faire. Quand je parle de drive, quand je parle d'agression du cercle, en fait, c'est sans la balle. Il est excellent dans l'agression du Ouais, cercle sans la balle parce qu'en le fait, il a cut. une telle ouais, en cut sans ballon, il est monstrueux parce que il a une telle qualité athlétique, il a une telle envie sur le terrain qu'il est tout le temps en train de courir. Ouais, Et, ouais. et en fait, tu perds de la valeur parce que des fois, il comprend pas trop à quel moment il faut qu'il coupe, où est-ce qu'il faut qu'il coupe, que ce soit sur le dunker spot, que ce soit en short roll, etc. Et,
et il va progresser parce qu'il a un génie en la matière avec Tyrese Haliburton. Et le fait qu'il soit pas capable de vraiment de créer à partir de lui-même, c'est pas si grave parce que t'as des bons passeurs comme Miles Turner et Pascal Siakam, t'as des créateurs avec Nembhard et Haliburton. Et le jour où il va un peu progresser à la finition, être capable de ralentir le jeu pour être capable de provoquer 4 fautes, 3 fautes, 4 fautes par match en plus, il va être capable de faire tomber 6 lancers francs. Et comme tu as dit, il a une très bonne moyenne. Bah, tout d'un coup, tu commences à avoir un titulaire indiscutable, indiscutable, quoi. Ouais. Et puis comme dit, le fait qu'il soit un peu en surchauffe au tir, on le prend en compte, nous, pour le développement du joueur et pour plus tard. Mais sur cet aspect dont on évalue la saison, bah, tant mieux pour lui, quoi. Ça fait, ça fait des points en plus, quoi. Ça tombe bien. Et donc, niveau classement, je suppose que tu avais dit que tu l'avais au-dessus de Klay Thompson. Donc, vers quelle zone tu l'imaginerais dans ce classement? Et ben, je l'aurais autour de Keegan Murray pour un rôle pas si loin d'ailleurs. Donc, C'est vrai. je l'aurais peut-être derrière Keegan Murray, devant. Keegan Murray a quand même un socle assez solide de compréhension du jeu que Aaron Nesmith m'apporte par un poulet sans tête, parfois un peu énervant. Peut-être que je trouve que Nesmith est peut-être un peu plus, alors transcendant, c'est pas le mot, mais peut-être un peu meilleur en défense sur ses bons passages. Mais je te rejoins. Ok, on peut le mettre là alors, en effet. On peut le mettre au niveau Keegan Murray et Klay Thompson alors. Ouais, je pense. Moi, je l'aurais mis là. Ouais. Ok, bah ça marche. Alors faisons comme ça. Et est-ce qu'on pourrait monter, est-ce qu'on pourrait gratter de la valeur Ouais, Bogdanovic, on est quand même sur la création. Mais peut-être qu'en effet, alors McConley, il faudrait qu'on descende alors et qu'on le rapproche de ces joueurs-là. Alors peut-être, on verra à terme, mais ok, ça marche. Ça marche. Eh bien, petit quiz pour finir. Et malheureusement, je crois que malheureusement pour toi, c'est le quiz un peu dur du jour, celui-ci. Nous sommes le 13 février 2024, mais comme tu es fan des Pacers, je me suis dit on peut faire un quiz un peu plus dur. 13 février 2024, c'est un poster dunk sur Nick Richards. Est-ce que ça te parle, ça, de ton joueur, de ton équipe? Poster dunk sur Nick Richards. Ouais, bah il en a mis des trucs. Il est fou, ce mec. De toute façon. Alors, est-ce que tu es capable de me citer qui est sur le terrain, des joueurs sur le terrain, au moment de cette action marquante de la saison, poster dunk sur Nick Richards? Alors, côté Indiana, on est tu as dit le 14 février? 15 Le février 13 février, ouais. Je pense que c'est la période où Tyrese Haliburton est blessé. C'est ça qui me fait un peu réfléchir. Effectivement, il n'y a pas Liberton. Ouais, c'est la période où il est blessé. À la main, je vais dire Andrew Nembhard. Non, il n'est pas sur le terrain. Pas à ce moment-là, c'est McConnell, en effet. Je vais dire du coup Aaron Nesmith, mais Aaron Nesmith a beaucoup joué poste 3, peut-être Ben Shephard. Exactement, Ben Shephard est sur le terrain. Hum, 13 février aussi, en termes de date clé de la saison. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je sais plus à quelle date. Bah si, il doit y avoir Pascal Siakam Exactement, Siakam est déjà qui arrivé, est tout à fait, arrivé. ouais. Ouais. Et je vais dire Turner en 5. Ce n'est pas Turner, c'est le frère de Michael. Et ben c'est Isaiah Jackson. Exactement, ils n'étaient pas 5, ils étaient 6. Il y a aussi Isaiah Jackson. J'hésitais avec Jalen Smith, mais je me disais Michael Smith, je connais pas. Oui, ça marche pas. Je suis parti Et sur côté plus dur, alors cette fois, côté Charlotte, qui est sur le terrain? Je vais dire. On est après la trade deadline. Je vais dire Misic. Pas Misic, non. En tout cas, pas sur le terrain. Donc c'est son pote qui arrive avec lui, ça doit être Treman. Exactement, Treman est sur le terrain, ouais, tout à fait. Nick Richards, je te le compte. Nick Richards, tout à fait, du coup. Euh, je vais dire Nick Smith Junior. Non, pas Nick Smith. Par contre, il y a une bonne bière qui est sur le terrain. Bière. Ou sinon, un joueur des Pacers aussi, ça marche aussi. Un très grand joueur des Pacers, peut-être le plus grand de la franchise. Le plus grand joueur de la franchise des Pacers. Ah, c'est qui pour toi? Là, tu m'as. Derrière Lance Stephenson, c'est qui le plus grand joueur de l'histoire des Pacers? Bah, c'est Paul George, mais il n'a jamais joué à Charlotte. Ah, bah alors l'autre. Bah, là, tu me poses une colle. Parce que j'ai envie de dire Grant Williams, mais il a jamais joué aux Pacers. Alors, Grant Williams est sur le terrain, mais je te faisais pas deviner celui-ci. Non, je sais pas, le mec qui s'est battu avec Michael Jordan et tout, c'est comment il s'appelle, lui? Ah, Miller. Bah,
Ah bah Brennan, je suis fou. Bah Et oui, oui, bah oui, non, oui. mais c'est pas Reggie Tout à Miller, hein, fait. c'était. Je te faisais deviner Tout à fait. Brandon Miller, effectivement. Brandon Donc Miller, tout à Grant fait. Williams est sur le terrain, Brandon Miller, Nick Richards, Treman, et il manque quelqu'un. Il me manque un joueur. Est-ce que c'est pas c'est soit Seth Curry, soit Bryce McGowens? Exactement, c'est Seth Curry, ouais. Seth Curry, qui d'ailleurs, Ok. je sais même pas s'il est sous contrat pour cette année 2025 à venir. Et non. Non, Pour moi, il n'a plus de contrat. je crois qu'il a fini devant son papa qui commentait les matchs. C'était la belle histoire. On peut avancer du coup, on peut passer donc à notre quatrième joueur du jour si tu veux bien. Kyrie Irving, allons sur lui. 35 minutes par match cette année pour Irving, 58 matchs, 105 de true shooting plus, donc plus 5% d'efficacité par rapport à la moyenne sur un usage assez important de 28%, donc c'est pas mal. Et voilà, pour te lancer, on est vraiment sur une top saison après quelques années un peu soit incomplètes, soit pas très bonnes. Là, c'est une première vraie année qui s'est même conclue par les finales, quoi. Ah bah, de tous les arguments que j'ai dit sur le changement de rôle de parfois de Karl Anthony Towns, on peut dire la même chose sur Kyrie Irving. J'ai adoré sa saison. Moi personnellement, de toute façon, ça a toujours été un profil que j'aimais beaucoup. Offensivement, même s'il n'est pas élite, élite de élite, il est plus que bon, mais surtout il apporte aucun compromis offensif. Et défensivement, moi je suis largement plus haut que la moyenne sur ses capacités défensives. Je trouve qu'il y a parfois un délit de sale gueule sur Kyrie Irving qui est trop souvent jugé comme un mauvais défenseur, alors qu'il a juste été trop souvent mal utilisé. Et moi j'adore. J'adore Kyrie Irving pour débuter. En tout cas, Non, mais la force principale de son profil, et depuis toujours, c'est le fait que c'est pas justement un porteur de balle un peu classique. Il y a une certaine dose de polyvalence, en fait, dans son profil. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pu aussi bien se combiner avec LeBron James, même à l'époque, hein. Et même dans plein de contextes différents, y compris aussi donc, chez les Nets de Durant et de James Harden, etc. C'est parce qu'en fait, c'est pas que un vampirisateur de jeu, pardon. Et il y avait un peu, tu sais, cette critique quand il est arrivé de ouais, mais il y a qu'un ballon entre Doncic et Irving. Et oui, Irving, tu regardes ses highlights, oui, c'est beaucoup de porteurs de balles, c'est beaucoup de crossover, c'est beaucoup de step back, de pull-up, ok. Mais sauf qu'en fait, dans le jeu, ça a toujours été un mec qui, d'ailleurs, à la fois, n'a jamais été complètement au même niveau que d'autres mecs qui peuvent être héliocentriques, justement. Donc peut-être un peu moins fort que certains autres sur cet aspect de jeu direct, on va dire. Mais de l'autre côté, quelqu'un qui a toujours été beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus utilisé off-ball, beaucoup moins vampirisateur de jeu, donc très passeur, très cérébral, mais pas un passing à haut volume, pas un passing, je vais garder la balle très longtemps, mais des lectures intelligentes. Et comme dit, hein, la balle reste pas entre ses mains très longtemps comme beaucoup. Donc moi, c'est ce que j'aime depuis toujours en fait avec lui, hein, c'est cet aspect de polyvalence avec, en plus à la fois où c'est un des slashers les plus spectaculaires de l'histoire sans doute, mais qui en plus est un shooter d'élite. Et ça aussi, je pense que peut-être parfois on sous-estime à quel point c'est un shooter d'élite depuis toujours, qui est quasiment à 40% à 3 points depuis le début de sa carrière en fait, hein. Donc on a ça. Mais je dis ça aussi pourquoi? C'est parce que comme tu as commencé un peu à le dire, bah ouais, l'association avec Doncic, elle était parfaite et on a vu que ça a été soit le mec qui faisait le spacing autour de Doncic, soit ça a été l'homme de main de Doncic, c'est-à-dire bah tiens, je te donne la balle et tu vas finir, tu profites déjà d'un petit décalage, soit sinon il a pu aussi gérer la seconde unité ou même certains passages avec les titulaires. Et en fait, voilà, tu peux l'utiliser un peu comme tu veux et ça marche quoi avec Irving. je pense que, comme tu l'as dit, il y a un peu une erreur de casting de la part du grand public sur Kyrie Irving. Ça n'a jamais été ce meneur héliocentrique, passeur Ouais. qu'on a bien voulu vendre à sa sortie de Duke. Mais en fait, on a avoir autant d'efficacité et de polyvalence balle en main, c'est assez rare pour un joueur de ce niveau-là. Il est capable de porter la balle au haut niveau. Il a quand même 28% d'usage. Efficacité au tir, tu l'as dit, il est à 105 de true shooting plus. Il fait très très peu d'erreurs balle en main. Alors oui, il n'a pas un passing monumental, mais il fait très peu d'erreurs balle en main. En termes de turnover, il est 95e centile à son poste. Donc c'est dire que il a tellement pas de compromis en termes de danger balle en main, de danger dans le mauvais sens, hein. Quand tu lui donnes la balle, ça veut dire que t'as pas peur Ouais. de prendre une contre-attaque dans le nez. Donc c'est quand même hyper important pour un joueur qui porte autant la balle. Mais oui, il n'est pas ce créateur primaire qu'on aurait voulu à un stade de sa carrière quand il arrive à Boston. Il a un ratio d'assists par usage qui il est 21e centile à son poste, 0,7.
Donc, c'est sa plus mauvaise saison depuis la fameuse saison 2015 où LeBron arrive et revient à Cleveland, où justement il doit s'ajuster à ce nouveau rôle de finisseur élite. C'est ça, ouais, c'est vraiment le côté homme de main de LeBron ou homme de main de Doncic. Donc moins accès passing et vas-y, tiens, t'es scoreur d'élite, quoi. Qui lui va tellement bien, quoi. Et d'ailleurs, j'ai regardé un peu tout à l'heure le ratio d'assists par usage de Kyrie Irving en termes de centiles en 2015. Tu le connais? À quel niveau il est placé dans la ligue? Centile, alors c'est par rapport à son poste, mais il doit être dans le 10e centile, un truc comme ça, non? Assez bas, non? Il est zérotième centile. C'est vraiment, par rapport à son usage, c'est celui qui fait le moins de passes. Bah oui, parce qu'en fait, il est tellement fort, il est tellement implacable dans sa capacité à punir balle en main en termes de scoring que, en fait, peu à peu, et là, on l'a retrouvé vraiment, ce Kyrie Irving qui est ultra efficace. Il est devenu ce finisseur d'attaque quasi unique. Cette année, c'est 65% de ses paniers qui sont assistés, c'est son record en carrière. En fait, ça lui va tellement bien parce que il a une polyvalence de scoring qui est folle, il a une efficacité à 3 points qui est folle, il a une polyvalence de zone. Il prend un nombre impressionnant de tirs dans toutes les zones du terrain qui est assez folle. Et il est même capable de sanctionner en post-up. Et je suis même tombé sur une stat assez folle. Il est même efficace au-dessus du cercle. Cette saison, il fait son record en carrière en termes de nombre de dunks. Il en a fait 6. C'est exceptionnel. Donc non, moi je trouve que c'est assez fou. Il manque peut-être un peu le drive dorénavant avec l'âge qui commence un peu à tomber. Sa rim pressure, elle est en chute libre. Sa pression sur le cercle, pardon pour l'anglicisme. Malgré tout, donc on voit les effets de l'âge ou peut-être d'ailleurs les effets d'un driver ultime à côté de lui qui est Luka Doncic, qui prend beaucoup de place dans son accès à la raquette. Il a 76 de free throw rate plus. Donc c'est son plus bas niveau depuis 2018 pardon. Et l'année un peu bizarre à Boston. Donc non, c'est moi, son efficacité avec Luka Doncic, elle est exceptionnelle. Luka Doncic sans Kyrie Irving, je pense que tu avais fait un podcast, je crois, dessus. Mais Luka Doncic sans Kyrie Irving, il a 120 d'offensive rating. Quand il est avec Kyrie Irving, il monte à 123. Donc voilà, Kyrie Irving est tellement une menace, est tellement un soleil, pas de playmaking, mais un soleil de shotmaking, de danger au niveau du scoring, que ça aide tellement Luka justement dans ses lignes de drive, dans ses lignes de passing game, etc. C'est assez fou. Bah même pour compléter sur les oui que tu viens d'évoquer, donc les with or without you, effectivement les deux ensemble on est à 123 d'offensive rating, donc c'est très bien. Quand il y a que Doncic on est à 120, mais quand il y a que Irving on est aussi à 120. Donc à la limite le niveau des chiffres on s'en fiche, juste savoir que c'est assez haut, mais juste pour dire aussi que voilà, ça se maintient quoi. Donc c'est pas du tout le même style d'attaque quand c'est Irving qui a la baguette, mais voilà, moi tu vois par exemple on a affaire à un shooter d'élite qui pour une star, c'est un mec qui fait quand même beaucoup de sorties d'écran. Et ça, tu vois pas toujours beaucoup de meneurs héliocentriques justement faire ça. Et lui, il fait des sorties d'écran. Il est aussi beaucoup utilisé. Alors, je vais pas le répéter. On l'a répété à peu près deux fois par podcast en playoff et beaucoup de podcasts en playoff. Mais c'était un peu l'atout tactique hyper intéressant, hyper important pour Doncic, parce que Irving, c'était le shooter d'élite qu'on mettait à une passe près de Doncic. Et donc quand Doncic fait son drive, par exemple, il va driver main droite, on le fait driver main droite exprès, parce que sur ce côté-là, il y a que Irving. Et donc le défenseur d'Irving, c'est est-ce que je vais aider sur le drive et je laisse voilà, et Irving est ouvert et donc il peut punir, ou est-ce que je jette pas parce qu'il y a Irving et du coup ça libère le drive d'autant plus facilement pour Doncic. Enfin bref, il y a cet aspect aussi tactique hyper intéressant, quoi, hyper important. C'est pas pour rien qu'ils sont allés le chercher lui, le front office de Dallas, à mon avis. Et même tu vois, tu parlais du drive, et je suis d'accord hein, que un peu il y a une sorte de déclin, mais par rapport au volume, parce que en termes d'efficacité, par contre, on est toujours élite, quoi. Il est 11e meilleur driver de NBA en termes d'efficacité sur les points partir en fin de drive, 11e meilleur sur presque 60 joueurs à plus de 10 drives par match, donc parmi les gros volumes, on va dire. Donc il est hyper efficace aussi là-dessus, il est efficace à 3 points, il est efficace un peu partout en fait, hein. C'est ça qui est génial. Et même sur la défense, je te rejoins que bon, c'est pas la folie, mais on-ball, ça tient plutôt pas mal. Et off-ball, moi j'ai toujours aimé, mais depuis 10 ans, depuis plus de 10 ans, son intelligence et son activité off-ball qui est pas celle d'un Kyle Lowry qui va faire un dépassement de fonction incroyable et faire de la protection de panier, ou Marcus Smart aussi, ou des trucs comme ça. Non, mais tu sais, c'est que des petits détails, je fais un stunt assez intelligent, je sais comment faire la rotation, etc. C'est pas une énorme plus-value, mais un mec qui sait se retrouver dans une défense collective, ce qui n'est pas forcément le cas de certains joueurs qui peuvent avoir des trous d'air ou qui laissent des cuts dans le dos, ils se rendent pas compte, ils n'ont pas l'attention, etc. Lui, il a pas ça, donc c'est assez cool. Et donc, tiens, on peut faire la transition vers le classement, si tu veux bien. Où est-ce que tu l'imaginerais alors dans ce classement, Kyrie Irving?
Moi, personnellement, je l'avais juste devant. Dans le mien, je l'avais juste devant Karl Anthony Towns. Vraiment une place devant. Donc peut-être, du coup, voilà, aux alentours de Domantas Sabonis. Mais tu avais aussi Towns oui, au-dessus de Sabonis, c'est Tout ça, à fait. Tout à à la fait. base. À Et l'origine. donc actuellement, ce serait donc zone un peu Gobert-Sabonis. Alors Gobert-Sabonis-Towns. Bah, pour le coup, ce n'est pas fait exprès quand tu m'as donné la liste, mais moi, dans mon classement personnel, j'ai vraiment 29 Kyrie Irving, 30 Anthony Towns, 31 Domantas Sabonis. Ok. Je me pose la question par rapport à Gobert, en dessus ou en dessous. J'aurais tendance à mettre Gobert au-dessus, personnellement. Pour cette Je année, suis en tout cas. d'accord. Je suis d'accord. Il est particulièrement optimisé et donc productif cette année 2024, Gobert. Mais du coup, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas peut-être revoir Mitchell? Parce que tu vois, Mitchell Irving, je sais pas, ça me paraît pas évident que Mitchell soit à ce point devant Irving. Il y aurait peut-être duel. Donc je sais pas, peut-être que à terme on fera monter Gobert aussi devant tout ça et on aura Mitchell et Irving un peu ensemble, quoi. Parce que ils font pas le même métier, mais en termes de valeur, c'est peut-être pas forcément si différent, quoi. Tu vois, Mitchell est sans doute un peu plus responsabilisé, pardon, à la création. Mais Irving, comme on l'a dit, même s'il n'a pas que des ballons, que de la création, il y a aussi pas mal de valeur par ailleurs. Donc, et puis meilleur en défense, je trouve aussi. Donc je sais pas toi ce que t'en penses, mais il y a un beau duel avec Mitchell Irving, peut-être. Je pense, Ouais. mais je pense que le volume qui est capable de prendre Donovan Mitchell aujourd'hui échappe un peu potentiellement échappe à ce que peut faire Kyrie Irving en termes d'efficacité. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que là, on a une magnifique saison de Kyrie Irving parce que justement, il perd du volume. Il perd, c'est pas négatif quand je dis il perd, mais aux côtés de Luka Doncic, il a perdu du volume qui l'optimise quand Donovan Mitchell est dans une équipe où je pense personnellement, il n'est pas forcément des plus optimisés. Donc, Ouais. par rapport au contexte, j'aurais tendance à toujours garder un peu Donovan Mitchell devant en 2024. Eh bien, mettons-le là. Alors, mettons-le là, entre Gobert et Sabonis. Ça me va. Tu vois, Sabonis, par exemple, je pense qu'en termes d'impact offensif, il y aurait peut-être match, et même je le mettrais au-dessus, mais le compromis défensif est trop gros. Donc, je préfère une version de Irving qui est un peu comme Towns, mais même encore meilleur, je trouve. Mais bon, bref, on est dans la bonne zone, hein, je pense. Je pense qu'on est dans la bonne zone, a priori. Et donc, petit quiz pour finir. Je pense que tu sais de quelle action marquante je vais te parler. Nous sommes le 17 mars 2024 et c'est le fameux buzzer beater, le flotteur hookshot buzzer beater contre Denver, qui était un dimanche soir, hein, si je dis pas de bêtises, en prime time heure française, en plus pour nous. Qui est sur le terrain? Est-ce que tu peux me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce buzzer beater de Kyrie Irving? Et ben, on est sur une fin de match, donc c'est pareil, ça aide un peu. Je vais dire Ah Luka oui, Doncic et Kyrie Irving, du coup. ouais. Je vais dire, on est après la trade deadline, donc je vais dire Gafford. Non, Gafford n'est pas sur le terrain. Donc ça doit être Lively. Ce n'est pas Lively non plus, c'est quelqu'un... tu sais, quand tu vas au McDo, parfois tu demandes un menu best-of ou alors un menu. Euh, euh, Je t'ai perdu. C'est quoi le plus gros Max menu? Smart. Non. Waouh! Ah, mais je cherchais le nom de famille. Un menu Kléber, bien évidemment. Non, un menu Maxi best-of. Maxi Kleber, effectivement. Maxi Kleber, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il n'était pas encore au fond du trou par rapport à après. Moi j'aime bien hein, Maxi Kleber, je suis un peu comme Ouais. toi. Je vais dire PJ Washington. Oui, tout à fait. Et pour finir, je vais peut-être dire Josh Green. Non. Quelqu'un qui était à la fac avec Trey Burke, si ça te Et parle, Tim ça. Hardaway. Tim Tim Hardaway. Hardaway Junior, en effet. Tout à fait. Et côté Denver, c'est un peu le classique à Denver, hein, pour le coup. Bon, ben là, on va dire Murray, KCP, Porter Jr., Gordon et Jokic. Et ben voilà, c'est plié. Les titulaires emballés, c'est pesé pour Denver. Voici pour cette action. Et donc, on peut avancer sur notre cinquième et dernier joueur du jour, si tu veux bien. 36 minutes par match. Devin Booker, je n'ai même pas dit son nom, pardon. Devin Booker, 36 minutes par match. Notre dernier joueur du jour. 68 matchs pour Devin Booker. 105 de true shooting plus, donc plus 5% d'efficacité relatif à la moyenne. Sur 30% d'usage, donc un gros volume. Donc efficace sur un gros volume. Bah voilà, tout simplement, c'est une saison de haut niveau. Alors que en plus, son rôle a été légèrement différent.
Devin Booker, c'est un joueur qui ne s'arrête jamais de progresser. C'est assez monumental. Sa progression depuis son arrivée en NBA en 2015 est assez folle. C'est un joueur que j'ai appris à apprécier vraiment plus que de raison. Et je le trouve vraiment, cette année, je l'ai trouvé vraiment impressionnant malgré un contexte qui n'était pas des plus faciles. C'est un moteur d'attaque absolument monumental. Je pense qu'il y a un peu une mauvaise compréhension de ce qu'est Devin Booker. Beaucoup le catégorisent comme un shooter d'élite, alors que son profil fait que c'est peut-être un peu l'inverse. Ouais. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec Kyrie Irving, je pense que c'est vraiment un défenseur qui peut être catégorisé comme très très haut. Et on l'a vu pendant ces Jeux Olympiques en tout cas d'ailleurs. Mais voilà, moi c'est un joueur que j'aime vraiment énormément, et je pense qu'il appartient vraiment à un gratin très très haut de la NBA. Le truc, c'est qu'en plus, cette année, il a dû un peu endosser un rôle de meneur, entre guillemets meneur de facto, mais c'est plus le mec, voilà, il remonte la balle, il initie un peu les actions, mais ces actions, on n'est pas sûr du meneur d'il y a 20 ans ou il y a 10 ans, quoi. C'est pas, on appelle les systèmes, on met en place, on dirige le trafic, etc. C'est juste remonter la balle, mais tout de même, quand t'as pas de vrai meneur de formation, quand t'as pas de vrai créateur, ce que n'est pas forcément Kevin Durant, ce que n'est pas forcément Bradley Beal, c'était un peu lui qui devait endosser ça, hein, ce côté, tiens, on est en fin de match où il nous faut un panier, tiens, c'est toi qui fais le pick and roll, quoi. Et donc c'est toi qui opère en vrai porteur de balle, en vrai créateur. Et là-dessus, c'est vrai que j'ai pas mal de très bons souvenirs de cette année où ouais, ça marche bien, quoi. Parce que comme tu dis, il est catégorisé en shooter d'élite, je pense, parce que depuis la fac, Calipari l'a utilisé comme si c'était une sorte de Klay Thompson, justement. En plus, il ressemble un peu à Klay Thompson en termes de tir, il relâche le tir très haut, etc. Donc il a été catégorisé, shooter dès ce moment-là, alors que, tu vois, même à Kentucky, on disait, mais non, mais en fait, il est mal utilisé, il sait faire tellement plus, quoi. Il sait faire des pull-ups, il sait faire des passings. Et bref, non, mais ça, c'est pour le côté un peu amusant, historique, mais c'est vrai qu'on a affaire, je pense, à quelqu'un qui est en fait un très très bon porteur de balle et finalement assez complet. Et sur ce côté passing, c'est même pas que le volume. Je trouve aussi que parfois il y a des lectures très avancées ou un peu de manipulation de défense qui avait peut-être pas forcément au tout début de sa carrière, mais qui en font aujourd'hui finalement une vraie star assez complète, quoi. Comme tu l'as dit, en fait, beaucoup de gens ont voulu le faire jeu meneur, mais bon, en termes sémantiques, on s'en fiche un peu. C'est pas le débat. Mais justement, en fait, pour moi, il a atteint un niveau de moteur d'attaque qui est absolument monumental. C'est-à-dire que dans ce contexte si particulier, on lui a demandé des choses et il l'a pas du tout déçu. Pour un peu se rendre compte à quel point Devin Booker a été capable d'être performant cette année, j'ai fait un petit filtrage un peu sur le site de NBA.com, qui n'ont pas le même chiffre d'usage que Basket Référence ou Cleaning Glass et autres. Mais quand tu regardes un peu, j'ai juste à poser 3 filtres pour un peu comprendre quels étaient les joueurs qui avaient beaucoup la balle, quels étaient les joueurs qui scoraient avec efficacité et quels étaient les joueurs qui passaient avec efficacité. Soit en gros, quels sont les joueurs qui offensivement sont avec aucun compromis. Et du coup, ça me donne les joueurs qui ont plus de 28% d'usage, qui ont plus de 58% de true shooting percentage, ce qui commence à être un très bon score, et qui ont un très bon ratio assist par turnover. Donc là, j'ai mis le filtrage à 2,6. 2,6, ça commence à être sérieux. C'est-à-dire que tu fais 2,5 passes pour toute perte de balle. Tu n'as que 4 joueurs. Tu as Shai Gilgeous-Alexander, tu as Jalen Brunson, Nikola Jokic et donc Devin Booker. Donc Devin Booker est en très très belle compagnie pour les joueurs qui sont capables de tout faire ballon en main. Et en fait, moi, ce que j'adore et ce dont on parle pas assez, parce que tout le monde parle de son tir, alors que son tir, finalement, il sort pas d'une grande saison à 3 points, quoi. 36,4%. Après, on va y revenir, mais je pense que c'est pas vraiment sa faute. Mais finalement, c'est un driver absolument génial. C'est-à-dire qu'en termes de rim pressure, il a 13 drives par match. Il est autour de la 20e, 25e place, quelque chose comme ça. Et pour autant de drives par match, il est le 4e meilleur joueur de la NBA en termes de réussite. Il a 55,5% de réussite. Alors, on critique souvent Phoenix parce que l'équipe du mi-distance, l'équipe du tir, etc., etc. Pour le coup, le manque de driving, c'est pas sa faute, quoi. Et en plus, il se permet d'avoir 143 de free for rate plus. Donc le mec a 43% plus tendance à tirer des fautes. Enfin, offensivement, Phoenix, il faut se rendre compte que tout le monde parle de Big Free. Phoenix, c'est lui, quoi. Quand tu parles d'offensive rating, l'offensive rating avec Devin Booker, ils sont à 121. L'offensive rating sans Devin Booker, donc potentiellement avec Kevin Durant, avec Yusuf Nurkic et Bradley Beal, ils sont à 113, moins 8. Donc c'est quand même assez impressionnant, quoi.
Moi, je suis complètement sous le charme de Devin Booker. Je trouve que depuis 2 ans, on atteint un niveau de joueur qui est absolument monumental. Et je suis même un peu déçu et j'ai un peu la haine contre la construction de Phoenix qui n'est peut-être pas optimale pour magnifier un joueur qui est absolument magnifique en tout cas. Ouais, après, ils vont aller chercher Ali Burton d'après Stephen Marbury. Là. Ça j'ai vu ça. Je sais pas si tu as vu passer la citation. Non, mais je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. Après, ce qui est marrant, c'est que tu vois, on parle de il redevient meneur, etc. En fait, il remonte la balle juste. Mais ce côté passeur complet, il a déjà eu parce que indicateur qu'on a déjà cité aujourd'hui, mais le fameux ratio de playmaking, donc à quel point tu fais des passes relatifs à ton nombre de ballons, juste ça, il est à quasiment 1 de ratio. Le chiffre, on s'en fiche, mais sachez que c'est juste, on est quasiment à 1 et c'est dans les mêmes eaux que la période pré-Chris Paul en fait. C'est juste ça, on est juste de retour à ces standards de 2019 et 2020 où il avait déjà un peu explosé offensivement et où il était déjà un peu dans ce rôle de plus que scoring quoi. Donc c'est en un sens oui, il joue meneur entre guillemets mais il y a rien de différent quoi. Il a déjà on l'a déjà vu être une sorte de joueur qui est à la fois score et passeur et donc assez complet. Sauf que la différence par rapport à ses premières années, donc 19 et 20 où il était déjà très passeur relatif à son nombre de ballon, c'est qu'à l'époque il faisait beaucoup de turnovers. Or cette année, c'est pas le cas. Cette année, et depuis l'arrivée de Chris Paul, mais du coup cette année où il recommence à beaucoup plus passer parce qu'il y a moins Chris Paul et donc il y a moins de meneurs, mais le déchet au niveau des turnovers est resté assez bas. Donc on a un mec qui passe beaucoup, qui fait quand même très peu de passes. D'ailleurs tu l'as bien illustré avec ton ratio de assists par turnover, hein, c'est exactement ça que tu nous dis aussi. Et voilà, il y a aussi cet aspect de catégoriser shooter, alors que c'est un excellentissime shooter de pull-up, mais notamment à mi-distance, en fait. Alors qu'en fait, à 3 points, c'est un bon shooter, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Tu l'as dit, 36% à 3 points sur 6 par match. Bon, ok, mais est-ce que c'est une mauvaise saison? Pas tant que ça, en fait. Tu regardes un peu partout autour, t'as que des saisons à 35, 36, 36, 33 parfois. Alors, il doit y avoir une ou deux bonnes saisons dans le lot, mais je crois qu'en carrière, il est aussi à 36 ou à 35. On est au niveau de la moyenne. Donc, en fait, jump shot, jump shot mi-distance, c'est un artiste de mi-distance, ok, mais il a peut-être pas ce côté qui va s'étendre jusqu'aux 3 points. Il faut pas penser qu'il est catégorie Klay Thompson de l'époque, Klay Thompson, mais ou Klay Thompson ou ces mecs-là de genre shooting pur d'élite. Mais je pense qu'on fait un peu le rapprochement parce qu'il y a un certain biais de stéréotypage et que le shoot est beau, donc on fait ça. Donc pas forcément élite à 3 points, mais par contre, ouais, c'est un driver d'élite, hein, un des tout meilleurs de NBA, en plus à gros volume. Donc paradoxalement, tu vois, j'aime beaucoup. On peut aller vers le classement aussi, mais tu vois, c'est marrant parce que Mitchell, c'est un peu l'inverse. Mitchell, comme il est explosif, les gens se disent ouais, c'est un super slasher, mais pas top shooter. Alors que Mitchell, c'est l'inverse, c'est un shooter d'élite. Et bon, il est compétent aussi en drive, hein, mais il est quand même pas autant. Alors que Booker, c'est ça, quoi. C'est-à-dire Booker, il a pas le premier pas, mais il a une telle science aussi du placement, du timing, etc., qui fait que ouais, il a de la taille en plus, donc il fait un drive, il peut aussi faire une belle extension au niveau du panier, enfin, il a plein d'atouts, et ce qui en fait un driver d'élite, et comme tu as dit aussi, la défense, alors je dirais pas d'élite, je dirais peut-être même pas très bonne, sauf sur certains passages, pardon, mais c'est clairement pas au niveau... c'est plus au niveau de mauvais ou de très mauvais comme on a pu connaître à ses débuts. Je pense qu'on est clairement sur un défenseur qui a une valeur au moins neutre et voire même positif la majorité du temps, quoi. Moi, ce que je suis un peu déçu, c'est qu'il est très mal utilisé. Il est très mal utilisé et je pense vraiment qu'il peut. Là aujourd'hui, je lui mettrais un 12 sur 20, quoi. Mais je pense il peut aller gratter sur du 14-15. Il Ouais. peut appartenir à une très bonne caste, mais c'est juste qu'il est pas bien utilisé. Moi, j'apprécie beaucoup sa navigation d'écran quand il a envie, évidemment, mais j'apprécie beaucoup sa navigation d'écran parce que ça reste un joueur rapide et puis il est puissant. Donc du coup, quand il est mis sur des petits qui naviguent entre les écrans, il peut vraiment les contester et les bumper. C'est vraiment très intelligent. C'est un joueur intelligent qui voit les déplacements de ses défenseurs. Et en fait, c'est juste que derrière lui, des fois, les défenseurs off-ball sont faibles, je trouve. Et des fois, on va mettre des Royce O'Neal ou des Josh Okogie on-ball. Et du coup, tu te retrouves avec un Devin Booker qui est mal utilisé, voire du Grayson Allen qui est associé à lui. Et du coup, après, il faut qu'il prenne des écrans. Et puis derrière lui, c'est Yusuf Nurkic qui défend le drop ou alors qui prend les switches. Et en fait, tu te retrouves avec Devin Booker qui est dans les rotations, mais du coup qui est mal utilisé. Et là, on l'a vu notamment pendant les JO, quand il est utilisé on-ball, quand il est utilisé vraiment sur des joueurs qui lui conviennent. Pour moi, c'est un joueur qui peut vraiment appartenir à une très bonne caste défensive, à condition qu'il ait un casting autour de lui qui soit plus intéressant en tout cas. Mais alors,
bon, on triche un peu, enfin on triche pas, mais ça rentre pas dans l'équation, mais j'ai très hâte de voir l'an prochain, en plus coaché par Budenholzer. Parce qu'on sait qu'en plus, Budenholzer, en termes d'optimisation offensive, c'est quand même un excellent coach offensif. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Mais bref, n'allons pas déjà sur la suite. Faisons ce qu'il faut faire aujourd'hui. Le classement, donc, où est-ce qu'on l'imagine? Je suppose qu'on va être niveau Donovan Mitchell, pardon, voire même un peu au-dessus. Eh bien, moi, je l'ai au-dessus. Et aujourd'hui, je pense que je l'aurai au-dessus même de Kawhi Leonard. Au-dessus de Kawhi Leonard. Ils ont vraiment une place d'écart dans mon top à moi. Mais bon, on tape au gratin de la NBA. Mais moi, je l'ai plus proche de Kawhi Leonard que de Donovan Mitchell, assez largement. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il est sans doute plus proche de Leonard que de Mitchell. Mais j'irais quand même pas jusqu'à le mettre devant. Pour le coup, parce que Kawhi, on parle de quand il est sur le terrain, évidemment. Là, Bien sûr. on évalue que le sportif et que sur le terrain. Alors oui, dans l'équation plus globale, il faut rajouter les blessures et tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que sur le terrain, il y a quand même un écart pour moi. En tout cas, Kawhi est sur un step notamment d'efficacité qui est quand même au-dessus, quoi. Donc ça joue aussi. Plus un côté, on parlait d'implacable. Lui, il l'est vraiment, quoi. Sur ce isolation, il est premier de NBA sur isolation cette année, etc. Plus la défense où il est pas aussi régulier que dans son prime. Mais tu vois, je préfère quand même le Kawhi Leonard moyen en 2024 en défense encore, notamment en handball, que Booker, quoi. Mais c'est parce qu'ils partent pas du même point, quoi. Mais je te comprends. Alors, je le mettrai quand même pas au-dessus. Mais Mitchell, on est d'accord que Mitchell, on peut le mettre au-dessus de Mitchell assez facilement, par contre. Oui, bien sûr. Quoique assez facilement. Si, ouais, non, quand même. Oui, ils ont quelques places d'écart pour moi, tout de même. Mais ça me dérange pas du tout entre Kawhi Leonard et Donovan Mitchell. Tout à fait. Quoique, tu vois, je dis assez facilement, mais peut-être pas. Hein. Mitchell. Bon, bref, en tout cas, on le met entre ces deux. On le met entre Kawhi et Mitchell, mais il y aura peut-être pas 15 places d'écart au final, je pense pas. Non. À la fin du top 100, on est d'accord. Mais ouais, c'est un bon petit duel qu'on a depuis quelques temps, hein, Mitchell Booker. Et c'est fascinant parce qu'en plus, comme on a dit, chacun. Les deux sont perçus comme l'autre, quoi. Il y en a qui est très bon shooter, qui est perçu comme driver et vice versa. Mais bref, c'est toujours un peu rigolo. Mais ok, mettons-le là. Eh bien, on peut passer au quiz alors pour terminer. Petit quiz. Nous sommes le 27 novembre 2023. Donc on est en début d'année. Est-ce que ça te parle? C'est un game winner contre les Knicks, évidemment, assez marquant. Qui est sur le terrain? Es-tu capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce game winner? Et j'ai de la chance, on n'a que des fins de match. Eh bien, je vais tenter la triplette magique Booker, Bill, Durant. Booker, oui, mais Bill Durant, non. Ah oui, ok. Grayson Allen? Non. Ah bah décidément, Eric Gordon? Eric Gordon, en effet, oui, tout à fait. Eh bien, du coup, peut-être Youssouf Nurkic à l'intérieur déjà. Exactement, ouais, tout à fait. Et après, derrière, Nasir Little, qui jouait encore à l'époque. Ouais, non, d'ailleurs, il a été coupé là, en plus, récemment. Mais non, pas Nasir Little. Il y en a un, c'est un État. Un État mormon, d'ailleurs. Ça te dit rien, ça? Un État mormon? Mormon. Les Mormons, tu sais. Utah, Watanabe. Exactement, Utah Watanabe. Magnifique. Ok. Magnifique. Waouh. Et le cinquième, c'est un meneur, mais meneur par la taille, on va dire. Meneur arrière, mais surtout défensif. Très, très, très défensif. Qui venait de Washington à la base. Il est venu dans le trade de Bill, je crois. Et en plus, il est reparti depuis. Ça te dit rien, C'est pas Jordan Goodwin? Exactement, Jordan Goodwin, tout à fait. Booker, Nurkic, Gordon. Qui a signé aux Lakers. Et de l'autre côté, alors, côté Knicks? Et côté Knicks, je vais dire... je vais tenter, Jalen Brunson. Brunson n'est pas sur le terrain. Non. Ouais, c'est normal. Ils ont bien raison. On est en début d'année. On est le 27 novembre, en effet. Et oui, il y a Quickley. Emmanuel Quickley, ouais, tout à fait. Bon raisonnement. Quickley, DiVincenzo. Pas DiVincenzo. Donc ça doit être RJ Barrett, Josh Hart. Tout à fait. RJ Barrett, Josh Hart, oui. Mitchell Robinson. Tout à fait. Et le dernier... Qui se prend le buzzer beater en pleine tête. Ah oui, carrément. Julius Randle n'était pas blessé encore. Exactement, c'est Julius Randle, ouais, tout à fait.
Donc ça nous fait un bon petit highlight aussi. Allez voir si ça vous intéresse. On se refait des actions marquantes de la saison, bien entendu. Et donc avant de se quitter, je rappelle où est-ce qu'on a inséré nos joueurs. D'ailleurs, je peux rappeler le classement complet pour l'instant. Kawhi Leonard, numéro 1. Numéro 2, on a Devin Booker. Numéro 3, Donovan Mitchell. Numéro 4, Rudy Gobert. Numéro 5, Kyrie Irving. Sabonis est toujours en combien j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6e, pardon. 7e, Karl Anthony Towns. 8e, Derrick White. 9e, Franz Wagner. 9e, KCP. 10e, Mike Conley. 11e, Bogdan Bogdanovic. 12e, Keegan Murray. Je me suis planté dans le classement, on est d'accord Non, pour l'instant, c'est bon. Et ensuite, on finit avec Aaron Nesmith et Klay Thompson. Voici pour le classement du jour. Ça nous fait un bon petit top 15. On verra s'il y aura des reclassements ou pas. Mais je suis quand même plutôt satisfait de ce qu'on a fait aujourd'hui. En tout cas, je te remercie, Flotix, d'être passé sur le Basket Lab. Ah, c'est toujours avec plaisir. Je te souhaite bon courage quand tu devras faire la liste de tout cela quand tu seras à l'avant-dernier pour citer 95 noms à la suite. Mais non, c'était très sympa. Merci beaucoup de l'invitation et c'est toujours un grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Voici donc déjà pour notre top 15, et déjà, on n'est pas sûr du tout. Mais bon voilà, je le rappelle, le classement était un peu un prétexte pour prendre le temps de parler de 100 joueurs NBA, les 100 joueurs NBA, faire le profil, et surtout ce côté fun d'être un classement participatif. Ça c'est vraiment ce qui me plaît aussi dans ce format. N'hésitez pas aussi à aller checker tout ce qui est le flux extrait, notamment soit en podcast, soit en YouTube aussi. Vous verrez, vous pourrez juste piocher les éléments qui vous intéressent si ça vous intéresse pas forcément les mecs en dehors du top 50 par exemple. Donc voilà, le flux extrait est là pour ça. Et donc nous, de notre côté, on va se retrouver très bientôt, et bien demain, pour le 4e numéro de notre top 100. Et la prochaine fois, demain, on va parler de Jason Tatum, Jarrett Allen, DeAndre Hunter, Jaden McDaniels et DeMar DeRozan. Cuvée extrêmement intéressante. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Flo d'être passé sur le Basket Lab. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.